Le corps de la femme heurta le sol gelé comme un sac de céréales. 5 enfants hurlaient dans la tempête de neige. La plus petite, âgée d'à peine 4 ans, se jeta sur la poitrine ensanglantée de sa mère. « Maman, maman, réveille-toi. » Caleb Thornton n'avait pas touché un autre être humain depuis 11 ans. Il n'en avait pas voulu, il n'avait pas osé. Mais lorsque cette petite fille le regarda, les cheveux couverts de neige et les yeux remplis de terreur, quelque chose se brisa dans sa poitrine. « S'il vous plaît, monsieur, » murmura-t-elle, « les méchants arrivent. » Avant de poursuivre cette histoire, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à suivre ce voyage jusqu'à la fin. Laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville vous me regardez. J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire voyagera. Revenons maintenant à cette nuit glaciale dans le Wyoming en 1878. Medicine Bow, territoire du Wyoming, décembre 1878. Le coup de feu résonnait encore dans le crâne de Caleb Thornton lorsqu'il entendit frapper à sa porte. Il se redressa d'un bond, son pyjama trempé de sueur, malgré le froid de décembre qui s'infiltrait par toutes les fissures des murs de la cabane. Sa main trouva le Winchester avant même que ses yeux ne s'ouvrent complètement. 15 ans de guerre l'avaient entraîné à se réveiller prêt à tuer. Mais ce n'était pas la guerre qui hantait ses rêves cette nuit-là. C'était Beth. Toujours Beth. Son visage pâle contre l'oreiller. Sa main mollement posée dans la sienne. Le télégramme arrivé 3 semaines trop tard. Votre femme est décédée. En couche. Le bébé aussi. Il soignait une épidémie de typhoïde à 4 ans lorsque son monde s'est effondré. Les coups retentirent à nouveau. Plus fort cette fois, désespéré. Je ne suis pas ouvert. Caleb cria d'une voix rauque, à force de ne pas s'en servir. Il passait parfois des jours sans parler à personne. Il préférait cela. S'il vous plaît. Une voix de femme se brisa, terrifiée. S'il vous plaît, mes enfants. Caleb serra les mâchoires. Il ne bougea pas. Monsieur. Une voix d'enfant à présent, petite, tremblante. Maman est gravement blessée. Elle saigne partout. Cette voix, courageuse malgré la peur. Malgré la peur. Un enfant debout dans une tempête de neige, implorant de l'aide. Ses bottes frappèrent le sol avant même qu'il ait pris la décision consciente de bouger. Le froid lui mordait les pieds nus alors qu'il se dirigeait vers la porte, le fusil toujours à la main. Il avait appris à ses dépens que le désespoir pouvait être une arme, que les tueurs portaient parfois des visages innocents. Il ouvrit la porte sur la tempête. Le vent faillit le renverser. La neige tourbillonnait avec une fureur qui rendait le monde blanc et aveuglant. Mais il les vit. Une femme gisait dans la neige à moins de 3 mètres de son porche. Du sang. Beaucoup de sang s'étalait sous elle comme un halo sombre. Et debout au-dessus d'elle, ses 5 enfants. 5, l'aîné avait peut-être 12 ans, le plus jeune à peine 4, tous blottis les uns contre les autres pour se protéger du vent violent. La fille aînée leva les yeux vers lui. Ses cheveux noirs fouettaient son visage. Ses yeux étaient trop vieux pour son âge. « S'il vous plaît, monsieur, dit-elle, maman ne peut plus marcher. Les méchants hommes l'ont poignardée. Ils arrivent. » Caleb n'hésita pas. Il s'avança dans la tempête. La femme était à peine consciente. Elle respirait par petits halètements qui s'évaporaient dans l'air glacial. Le sang imprégnait sa robe sur le côté, s'étalant à chaque battement de cœur. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda-t-il en la prenant dans ses bras. Elle ne pesait rien, de la peau, des os et du désespoir. « Depuis ce matin, » répondit la fille aînée en entraînant ses frères et sœurs vers la cabane. « Nous avons marché depuis Willow Creek. Willow Creek est à 20 kilomètres. Oui, monsieur. 20 kilomètres dans une tempête de neige avec 5 enfants et une blessure qui saigne. » Caleb ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Une fureur contre celui qui les avait poussés à une telle folie. Il porta la femme à l'intérieur, suivi des enfants qui se glissèrent derrière lui comme des ombres. La cabane n'était guère plus qu'une pièce avec une cheminée, un lit, une table, une chaise, une vie réduite au strict nécessaire, mais elle était chaude. Et à ce moment-là, la chaleur signifiait la vie. « Ferme la porte », ordonna-t-il à la fille aînée. « Verrouille-la. » Elle obéit sans poser de questions, rapidement, efficacement, comme si elle avait suivi des ordres toute sa courte vie. Les autres enfants se blottirent près de la cheminée. 2 garçons, âgés peut-être de 8 et 6 ans, et 2 autres filles, dont l'une avait d'environ 5 ans, la plus jeune,
serrant encore une poupée de chiffon entre ses doigts gelés. Caleb allongea la femme sur son lit. « La lampe, dit-il, sur la table, allume-la. » La fille aînée s'exécuta avant même qu'il ait fini de parler. Une lumière dorée éclaira le visage de la femme. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait pensé au premier abord. Peut-être 32 ou 33 ans. Des cheveux auburn foncés emmêlés de neige et de sang. Un visage qui avait dû être beau avant que quelqu'un ne s'en serve comme cible d'entraînement. Des ecchymoses anciennes et récentes. Une lèvre fendue à peine cicatrisée. Une entaille le long de la racine des cheveux, recouverte de sang séché. Et une blessure au côté qui semblait d'avoir été causée par un couteau. Profonde, qui saignait encore. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Caleb, déjà en train de chercher sa trousse médicale. Il l'avait enfouie au fond de son coffre 3 ans auparavant, jurant de ne plus jamais y toucher. Mais ses mains se souvenaient. Ses mains se souvenaient toujours. « Les hommes de grand-père, dit doucement la fille aînée, ils nous ont attrapés à la rivière. » Maman s'est battue. Elle nous a dit de courir, mais sa voix s'est brisée et je n'ai pas pu la laisser. Les mains de Caleb s'immobilisèrent sur le cuir usé de la trousse. « C'est votre grand-père qui a fait ça. »« Non, monsieur, notre grand-père, le beau-père de maman. » La voix de la fille ne tremblait pas. « Il ne veut pas que nous partions. Il dit que nous lui appartenons maintenant que papa est mort. »« Il saurait été mort que nous lui appartenons. » Caleb ouvrit la trousse. L'odeur du cuir vieilli et des herbes médicinales l'envahit comme une vague venue d'un passé noyé. « Comment vous appelez-vous? »« Anna, monsieur. »« Hannah Whitmore. » Elle désigna ses frères et sœurs. « Voici Samuel. Il a 8 ans. Daniel a 6 ans. La petite Rachel a 5 ans. Et le bébé, c'est Ruth. Elle a 4 ans. Et votre maman? »« Grace. Grace Whitmore. »« Whitmore. » Ce nom frappa Caleb comme un coup de poing dans la poitrine. « Whitmore, » répéta-t-il lentement, comme le juge Cornelius Whitmore. Le visage d'Hannah pâlit. Vous le connaissez, tout le monde dans le territoire du Wyoming connaissait le juge Cornelius Whitmore. L'homme le plus riche entre Cheyenne et la frontière du Montana, propriétaire de la plus grande banque, de la moitié du bétail de 3 comtés et de la plupart des politiciens. Un pilier de la communauté, disait-on. Un homme de Dieu et de bonnes œuvres. Caleb avait entendu d'autres choses. Des murmures dans les saloons, des histoires qui n'étaient jamais parvenues aux oreilles des autorités. Les hommes qui s'opposaient à Whitmore avaient une tendance à disparaître. Les femmes qui attiraient son attention avaient tendance à se retrouver piégées. « Je le connais, » dit Caleb prudemment, en reportant son attention sur la blessure de Grace. « Il va falloir la recoudre. Elle a perdu beaucoup de sang. Beaucoup. Pouvez-vous la sauver? » La question était si directe, si adulte, que Caleb leva les yeux. Anna se tenait au pied du lit, les mains jointes devant elle, le regardant de ses 2 vieux yeux. Pas de larmes, pas de tremblement, juste un regard fixe qui exigeait de la vérité. « Je vais essayer, » dit-il. C'était la réponse la plus honnête qu'il pouvait donner. « C'est tout ce que maman demande, » dit Hannah doucement. « Que les gens essayent. » Caleb travailla en silence, nettoyant la blessure, enfilant l'aiguille avec des mains qui restaient fermes, malgré les souvenirs qui menaçaient de le submerger. Combien de blessures avait-il suturées dans les hôpitaux de campagne? Combien d'hommes étaient morts entre ses mains alors qu'il se battait pour les sauver? Trop. Toujours trop. Tu as déjà fait ça avant, observa Hannah en le regardant travailler. J'étais médecin autrefois. Que s'est-il passé? Caleb serra les mâchoires. La guerre est arrivée. Hannah acquiesça lentement, comme si cela expliquait tout. Peut-être était-ce le cas. La guerre entre les États avait brisé quelque chose dans le pays, quelque chose qui ne pouvait être recousu, quelle que soit l'habileté du chirurgien. Maman dit que tout le monde mène sa propre guerre, dit Hannah. Certaines guerres sont visibles, d'autres non. Les mains de Caleb s'arrêtèrent. Il regarda l'enfant. Il la regarda vraiment. Elle avait 12 ans, peut-être petite pour son âge. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui en avait trop vu, qui comprenait trop profondément. Ta mère est une femme intelligente, c'est vrai. La voix d'Hannah se brisa pour la première fois. C'est la personne la plus intelligente et la plus courageuse que je connaisse. C'est pour ça qu'on a dû s'enfuir. C'est grand-père qui l'a dit. Elle s'arrêta, serra les lèvres. Il a dit quoi? Rien de bon.
Les mains d'Hannah se tordirent dans sa jupe. Il a dit que nous lui appartenions désormais. Que maman avait fait son travail. Qu'elle était? Sa voix se réduisit à un murmure. Jetable. Une rage froide s'installa dans les tripes de Caleb. Il avait déjà entendu ce mot dans différents contextes. Des soldats qui ne pouvaient plus se battre, des chevaux trop abîmés pour être montés, des êtres humains réduits à des objets qui avaient fait leur temps. « Tu n'es pas jetable », dit-il brutalement. « Aucun d'entre vous. Ta maman non plus. » Les yeux de Hannah s'écarquillèrent légèrement. « Tu ne nous connais même pas. Ce n'est pas nécessaire. Certaines choses sont simplement vraies. » Il se remit au travail, terminant les points de suture avec un manque de pratique. Grace n'avait pas bougé, le choc et la perte de sang la maintenant inconsciente. Elle se réveillerait bientôt, cependant, et elle aurait des questions. Lui aussi. Oh, voilà. Caleb fit le dernier point de suture et prit du linge propre pour panser la blessure. Elle aura besoin de repos pendant plusieurs jours, mais elle survivra. Merci. La voix d'Hannah était désormais faible, le masque d'adulte tombant pour révéler l'enfant effrayé qui se cachait derrière. Maman a dit que si nous pouvions juste arriver jusqu'à l'ancienne maison des Thornton, il y avait autrefois un médecin ici, un homme bon qui pourrait nous aider. Caleb se figea. Elle connaissait mon nom. Elle savait que quelqu'un vivait ici. Quelqu'un que Hannah hésitait à nommer. Quelqu'un qui comprenait ce que c'était que de tout perdre. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Comment savait-elle cela? Je ne sais pas, monsieur. Elle sait parfois des choses sur les gens. Hannah baissa les yeux. Moi, mais aussi. Avant que Caleb n'ait pu répondre, Grace remua sur le lit. Elle ouvrit les yeux. Des yeux noisettes, remarqua-t-il, avec des reflets dorés qui captaient la lumière de la lampe. D'abord confuse, puis se remplissant de peur, lorsqu'elle prit conscience de son environnement inconnu. Hannah. Elle essaya de s'asseoir, haletant alors qu'une douleur lui transperçait le côté. Hannah, où sont les enfants? Je suis là, maman. Hannah se précipita à ses côtés et lui prit la main. Nous sommes tous là. Nous avons réussi. Nous sommes en sécurité. Le regard de Grace se posa sur Caleb. Elle l'observa longuement, son visage, ses mains. La trousse médicale s'ouvrit à côté d'elle. Son expression changea. Peut-être de la reconnaissance ou de l'espoir. Vous êtes le docteur, dit-elle. Sa voix était plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Rude mais claire. Caleb la corrigea. Je ne suis plus qu'un éleveur maintenant. Non. Les yeux de Grace le fixaient. Vous êtes toujours médecin. Vous l'avez juste oublié pendant un certain temps. Caleb ne savait pas comment répondre à cela. Il ne comprenait pas comment cette femme meurtrie qui saignait sur son lit pouvait voir clairement les parties de lui-même qu'il avait essayé d'enfouir. Vous avez besoin de repos, dit-il à la place, se rabattant sur le pragmatisme. Cette blessure va vous faire très mal quand le choc sera passé. Je connais la douleur. La voix de Grace était neutre. Je vis avec depuis des années. Il y avait là une histoire, une longue histoire pleine de chapitres sombres que Caleb n'était pas sûr de vouloir lire, mais Hannah le regardait avec ses yeux compréhensifs. Et la main de Grace avait trouvé ses filles qui s'accrochaient à elle comme si elles avaient peur de la lâcher. Et les 4 autres enfants s'étaient approchés, entourant le lit comme un mur protecteur, leurs petits visages pâles de fatigue et de peur. « À quelle distance sont-ils derrière vous? » demanda Caleb. « Les hommes qui vous poursuivent? » L'expression de Grace vacilla. « Vous nous croyez. Vous avez marché 20 mètres dans une tempête de neige avec 5 enfants et une blessure au couteau dans le flanc. » Il fit une pause. « Soit vous fuyez quelque chose de réel, soit vous êtes os. Vous ne me semblez pas folle. » Un soupçon de sourire effleura les lèvres fendues de Grace. « Ils ont perdu notre trace à Miller's Creek. » La neige a recouvert nos traces. Elle grimaça et se déplaça légèrement sur le lit. Mais Cornelius n'arrêtera pas de nous chercher. Pas avant de nous avoir trouvés. Ou avant quoi? Les yeux de Grace se posèrent sur ses enfants. Tous les 5 étaient blottis les uns contre les autres, observant, écoutant. Son regard brûlait d'une flamme féroce et protectrice. Avant que je ne sois morte et qu'il ait obtenu ce qu'il veut. Maman. La voix d'Hannah était douce mais ferme. Ne parle pas comme ça. Elle mérite de connaître la vérité. Grace se tourna vers Caleb. Mes enfants sont les seuls héritiers de la succession de leur père. Le fils de mon défunt mari Cornelius, il a modifié son testament avant de mourir. Il leur a tout laissé, avec moi comme tutrice jusqu'à leur majorité.
Et Cornelius n'a pas apprécié cela. Cornelius s'attendait à contrôler cet argent par mon intermédiaire. Quand j'ai refusé, Grace serra les mâchoires. Il est devenu violent. Pas directement. Il ne fait jamais rien directement. Mais ces hommes, oui. Elle n'avait pas besoin de finir. Les ecchymoses en disaient assez long. « Comment votre mari est-il mort ?» demanda Caleb. Grace resta silencieuse pendant un long moment. Une chute de cheval, c'est ce que tout le monde dit. Sa voix se durcit. Il y a 8 mois. Thomas était le meilleur cavalier de la région. Il montait à cheval depuis l'âge de 3 ans. Tu penses que Whitmore a tué son propre fils? Je sais qu'il l'a fait. Grace le regarda dans les yeux. Et j'ai des preuves. Des lettres, des documents, tout ce qu'il faut pour le détruire. Elle marqua une pause. C'est pour ça qu'il veut notre mort. Pas seulement pour l'argent, mais pour ce que je sais. Le feu crépitait dans le silence qui suivit. Caleb regarda cette femme battue, ensanglantée, à moitié gelée, mais qui continuait à se battre, à protéger ses enfants de toutes ses forces. Une nuit, dit-il enfin, c'est tout ce que je peux vous offrir. La tempête devrait passer d'ici demain matin. Vous pouvez vous reposer, vous soigner, puis vous devrez partir. Grace acquiesça lentement. Une nuit, nous vous en sommes reconnaissants. Ne soyez pas reconnaissante pour l'instant. Caleb se dirigea vers la porte et prit son manteau accroché au crochet. Je vais vérifier les alentours, m'assurer que personne ne nous a suivis. Il y a de la nourriture dans le garde-manger, du café sur la cuisinière. Les enfants ont l'air à moitié affamés. Monsieur Thornton. Il s'arrêta, la main sur la poignée. Merci. La voix de Grace était à peine plus qu'un murmure pour ne pas nous avoir renvoyés, pour avoir essayé. Caleb ne se retourna pas. Ne me remerciez pas, Madame Whitmore. Contentez-vous de survivre à cette nuit. Il sortit dans la tempête avant qu'elle n'ait pu répondre. Le froid le frappa comme un mur, lui coupant le souffle, lui brûlant les poumons. Tant mieux. Il en avait besoin. Il avait besoin de quelque chose pour chasser la chaleur qui avait commencé à s'allumer dans sa poitrine lorsqu'il avait regardé les visages de ses enfants. 5 d'entre eux, 5 enfants âgés de 12 à 4 ans, debout dans sa cabane, les cheveux couverts de neige et les yeux remplis de terreur. Et leur mère, Grace, avec son regard féroce, son corps brisé et son refus d'abandonner le combat. Caleb fit le tour de la propriété, son Winchester à la main, même s'il savait que personne n'aurait pu le suivre dans cette tempête. Le monde était blanc et la visibilité réduite à quelques mètres à cause du vent hurlant. Même les hommes de Whitmore, s'ils étaient encore à la recherche, auraient cherché un abri depuis des heures. Mais il avait besoin du froid, besoin de solitude, besoin de se rappeler pourquoi il vivait seul, pourquoi il avait construit ces murs autour de son cœur. Elle avait simplement cessé de respirer. La lettre disait qu'il n'y avait rien à faire. Le bébé était arrivé trop tôt. Nous avons essayé, Monsieur Thornton. Nous avons vraiment essayé. Essayé. Tout le monde essayait toujours et tout le monde échouait toujours. Caleb pressa sa paume contre sa poitrine, sentant le contour dur de l'alliance de Beth à travers sa chemise. Il la portait sur une chaîne depuis le jour où il l'avait enterrée. Sa propre bague toujours à son doigt, celle de Beth contre son cœur. Ainsi, tu m'emporteras toujours avec toi, lui avait-elle dit lorsqu'elle la lui avait donnée avant qu'il ne parte pour lutter contre l'épidémie de typhoïde, pour que tu puisses toujours retrouver ton chemin. Il avait retrouvé son chemin. Mais sa maison était vide, froide, silencieuse, tout comme son cœur depuis lors. Lorsqu'il revint à la cabane, près d'1 heure s'était écoulée. Ses doigts étaient engourdis, sa barbe recouverte de glace, mais son esprit était clair. Il savait ce qu'il devait faire. Une nuit d'hébergement, puis il les renverrait d'où ils venaient. Il leur donnerait des provisions, peut-être le nom d'une personne à Cheyenne qui pourrait les aider, mais ils ne pouvaient pas rester. Il ne pouvait pas les laisser rester. Il ouvrit la porte et s'arrêta. Grace était assise à sa table, une main appuyée sur son bandage, l'autre tenant une tasse de café. Les enfants avaient été nourris. Il pouvait voir les assiettes vides empilées près du lavabo. Anna était assise près de la cheminée. Les plus jeunes étaient installés autour d'elle, enfin immobiles, enfin calmes. La petite Ruth, âgée de 4 ans, s'était endormie, la tête posée sur les genoux de Hannah, sa poupée de chiffon serrée contre sa poitrine. Les 2 garçons, Samuel et Daniel, somnolaient l'un contre l'autre, le visage paisible dans leur sommeil.
Seule Rachel, âgée de 5 ans, était encore éveillée, observant Caleb avec des yeux solennels qui lui rappelaient douloureusement ceux d'Hannah. « Ils n'ont pas dormi depuis 3 jours, dit Grace doucement, sans lever les yeux de son café. Aucun d'entre nous n'a dormi. Caleb ferma doucement la porte derrière lui. Ils sont en sécurité pour cette nuit au moins. Oui. Grace le regarda enfin et il vit l'épuisement derrière sa force, la peur derrière son calme pour cette nuit. Caleb suspendit son manteau et se dirigea vers la cheminée pour ajouter une autre bûche. Les flammes crépitaient et éclataient, projetant des ombres dansantes sur les murs. « Comment avez-vous entendu parler de moi ?» demanda-t-il, lui tournant le dos. « Et de cet endroit ?» Grace resta silencieuse pendant un moment. « Les histoires, répondit-elle finalement. Les gens parlent du médecin ermite qui vit dans les montagnes, l'homme qui est revenu de la guerre et qui a tout perdu. Une pause. L'homme qui a cessé de sauver des gens parce qu'il n'avait pas pu sauver ceux qui comptaient le plus pour lui. Les mains de Caleb s'immobilisèrent sur le bois de chauffage. « C'est pour ça que tu es venu ici, pensant qu'un homme brisé serait facile à manipuler. » Non. La voix de Grace était tranchante. « Je suis venu ici parce que je pensais qu'un homme brisé pourrait comprendre. » Il se retourna. Elle le regardait de ses yeux noisettes, des reflets dorés captant la lumière du feu. Comprendre quoi? Ce que c'est que de continuer quand tout en vous vous pousse à vous arrêter. Ce que c'est que de se battre pour les gens qui dépendent de vous, même quand vous saignez à mort. Sa voix s'adoucit. Ce que c'est que de perdre la personne que vous aimiez le plus au monde et de devoir quand même vous réveiller le lendemain matin. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Caleb. Quelque chose qu'il avait gardé enfoui pendant 11 longues années. Vous ne savez rien de moi, Madame Whitmore. Je sais que vous avez ouvert votre porte ce soir alors que vous auriez pu nous laisser mourir de froid. Grace posa sa tasse de café sans le quitter des yeux. Je sais que vous avez recousu ma blessure alors que vous aviez juré de ne plus jamais exercer la médecine. Je sais que vous avez regardé mes enfants, tous les 5 affamés, effrayés et épuisés, et que vous les avez nourris. Elle se leva lentement, grimaçant, une main pressée contre son flanc. Je sais qu'il y a encore un homme bon en vous, Monsieur Thornton, même si vous l'avez oublié. Vous vous trompez. La voix de Caleb était rauque. Tout ce qu'il y avait de bon en moi est mort il y a longtemps. Peut-être. Grace s'approcha du lit où les 2 plus jeunes filles avaient été installées. Ou peut-être attend-il simplement une raison pour revenir. Elle s'assit sur le bord du matelas, le visage pâle de douleur. Une nuit, dit-elle, reprenant ses propres mots. C'est tout ce que je demande. Une nuit pour me reposer, pour guérir, pour laisser mes enfants dormir sans crainte. Après cela, dit-elle en levant les yeux vers lui. Après cela, nous disparaîtrons à jamais de votre vie. Caleb aurait dû se sentir soulagé. Il aurait dû sentir les murs se refermer autour de son cœur, scellant la dangereuse chaleur qui avait commencé à se répandre. Au lieu de cela, il ressentit tout autre chose. Quelque chose qui allait à l'encontre de toute raison, comme de l'espoir. « Dormez, Madame Whitmore, dit-il d'un ton bourru. Je monterai la garde. » Grace l'observa longuement, mais saillamment. Puis elle acquiesça lentement. « Bonne nuit, Miss Thornton. »« Bonne nuit. » Il s'installa dans le fauteuil près du feu, se positionnant de manière à surveiller à la fois la porte et la fenêtre. Le sommeil serait long à venir cette nuit. Trop de fantômes, trop de questions, trop de raisons de garder ses distances avec cette femme et ses enfants. Mais au fil des heures, alors que le feu s'éteignait et que la tempête faisait rage dehors, Caleb se surprit à regarder sans cesse le lit où dormait Grace. Les enfants étaient éparpillés dans la pièce, Hannah dans le fauteuil, les garçons par terre, les plus petites blotties les uns contre les autres, comme des chiots en quête de chaleur. 6 personnes, 6 vies qui dépendaient de lui pour les protéger pendant la nuit. Il aurait dû être terrifié. Il aurait dû chercher un moyen de les renvoyer dès le lendemain matin. Au lieu de cela, il se surprit à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 11 ans. Il se surprit à faire une promesse. « Personne ne leur fera de mal, murmura-t-il dans l'obscurité. Pas tant que je respirerai. » Une nuit, avait-il dit. Mais alors que l'aube approchait et que la tempête commençait enfin à s'atténuer, Caleb Thornton savait la vérité. Une nuit ne suffirait jamais. L'aube fut grise et glaciale. La tempête s'était calmée aux petites heures du matin. Caleb n'avait pas dormi, il ne pouvait pas dormir. Chaque craquement des murs de la cabane,
Chaque souffle de vent à travers les fissures le poussait à attraper son fusil. Mais ce n'était pas le danger extérieur qui le tenait éveillé. C'était la femme dans son lit. Les 5 enfants éparpillés dans sa cabane comme des réfugiés d'une guerre dont il ignorait l'existence. Grace remua d'abord dans un léger gémissement de douleur en essayant de s'asseoir. Doucement. Caleb était à ses côtés avant même de réaliser qu'il avait bougé. « Tu vas déchirer tes points de suture. » Les enfants dorment encore. Tous. Il fit d'un signe de tête vers la cheminée où Hannah avait finalement succombé à l'épuisement. La petite Ruth était blottie contre elle. Les garçons étaient entremêlés sur le sol. Leur premier vrai repos depuis des jours, je suppose. La main de Grace trouva son bras. Sa prise était faible, mais son regard était vif. « Tu es resté éveillé toute la nuit. » Quelqu'un devait monter la garde. « Monsieur Thornton. » Caleb. Le nom lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Si tu saignes dans mon lit, le moins que tu puisses faire, c'est d'utiliser mon prénom. » Quelque chose passa sur le visage de Grace. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Caleb. Puis elle lâcha son bras, grimaçant en changeant de position. « Je dois te dire quelque chose à propos de Cornelius. À propos de la raison pour laquelle il nous veut à tout prix. Tu as dit que c'était pour l'argent, l'héritage. C'est en partie vrai. » La voix de Grace baissa. « Mais il y a plus. Quelque chose que je n'ai dit à personne. » Caleb attendit. « Mon mari Thomas, il n'a pas seulement changé son testament avant de mourir. » Les mains de Grace se tordirent dans la couverture. « Il m'a donné quelque chose. Des documents, des lettres, des preuves de tous les crimes que son père a commis au cours des 30 dernières années. » Caleb sentit son estomac se nouer. Quel genre de crime? Meurtre, fraude, corruption? Grace croisa son regard. Cornelius Whitmore a bâti son empire sur le sang et les mensonges. Caleb, et j'ai des preuves qui pourraient le faire pendre. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Où sont ces documents maintenant? Grace hésita. Puis, lentement, elle plongea la main sous sa robe et en sortit une pochette en cuir usé et tachée de sang, attachée contre ses côtes. Je les garde sur moi depuis la mort de Thomas. Je ne les ai pas quittés des yeux pendant 8 mois. Caleb fixa la pochette, si petite, si insignifiante. Et pourtant, c'est pour cela qu'il t'a poignardé. Pas pour te tuer, mais pour trouver ces papiers. Ces hommes m'ont fouillé après ma chute, mais ils ont cherché dans mes sacs, dans mes poches. Un sourire sinistre traversa le visage de Grace. Ils n'ont pas pensé à vérifier là où une dame respectable ne cacherait rien. Intelligent, désespéré. Le sourire de Grace s'estompa. Il y a une différence. Avant que Caleb n'ait pu répondre, une petite voix a rompu le silence. « Maman. » Ruth s'était réveillée, serrant sa poupée de chiffon contre sa poitrine, les yeux écarquillés et effrayés. « Je suis là, ma chérie. » Grace tendit les bras, et la fillette de 4 ans se précipita sur le lit, enfouissant son visage dans l'épaule de sa mère. « Je suis là. J'ai fait un cauchemar. Les méchants nous poursuivaient encore. Ce n'était qu'un rêve, ma chérie. Nous sommes en sécurité maintenant. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, le regard de Grace croisa celui de Caleb par-dessus la tête de sa fille. Ils connaissaient tous deux la vérité. La sécurité était un mensonge qu'ils racontaient aux enfants. La sécurité était un luxe qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre. Les autres enfants se réveillèrent les uns après les autres, tirés de leur sommeil par la faible lumière du soleil qui filtrait à travers la seule fenêtre de la cabane. Hannah d'abord, puis les garçons, puis Rachel. En quelques minutes, la cabane silencieuse s'animait et résonnait de murmures. « Monsieur Thornton. » Hannah apparut à ses côtés, le visage grave. « Il y a des hommes sur la crête. » Caleb se dirigea vers la fenêtre sans un mot. Elle avait raison. 2 silhouettes à cheval se détachaient sur le ciel gris du matin et observaient. Depuis combien de temps étaient-ils là? Je les ai vus quand je me suis réveillé. Peut-être 1 heure. Caleb serra les mâchoires. 1 heure. Ils observaient depuis 1 heure et ils ne l'avaient pas remarqué, trop distraits par Grace et ses secrets. Maman, la voix d'Hannah résonna dans la pièce. Ils nous ont trouvés. Grace pâlit, mais sa voix resta ferme. Combien? 2 que je peux voir, répondit Caleb. Probablement plus. Nous ne pouvons pas. Cornelius n'enverrait pas seulement 2 hommes. Grace lutta pour s'asseoir, ignorant la douleur qui se reflétait sur son visage. Il enverrait une armée. Peut-être s'agit-il des éclaireurs de l'avant-garde.
Ou peut-être attendent-ils des renforts. Les enfants étaient devenus silencieux, leurs visages crispés par la peur. Même la petite Ruth semblait comprendre, serrant sa poupée de chiffon jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Nous devons fuir. » Grace essayait déjà de balancer ses jambes hors du lit. « Nous devons... » « Tu ne peux pas courir. » La voix de Caleb était catégorique. « Tu peux à peine te tenir debout. Et même si tu le pouvais, il t'aurait rattrapé avant que tu n'aies parcouru 1 kilomètre. Alors que faisons-nous? Nous attendons. Nous observons. Nous découvrons ce qu'il prévoit de faire. Il se détourna de la fenêtre et nous nous préparons. Nous nous préparons à quoi? Caleb croisa son regard. À la guerre. La matinée s'écoula dans un silence intense. Caleb se déplaçait dans la cabane, vérifiant les armes, comptant les munitions, évaluant les faiblesses. Les enfants l'observaient les yeux écarquillés, oubliant leur petit déjeuner. « Tu as déjà fait ça avant, » dit Grace depuis son lit. « Préparé pour un siège. La guerre m'a appris quelque chose. Comme quoi? » Caleb s'arrêta, une boîte de cartouches dans les mains. Comme comment tuer, comment survivre, comment regarder des hommes mourir et continuer à respirer. Quoi qu'il en soit, Grace resta silencieuse pendant un moment. « C'est pour ça que tu es venu ici, pour arrêter de respirer? » La question le frappa comme un coup de poing dans la poitrine. « Je suis venu ici pour être tranquille. » Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Avant que Grace ne puisse insister, Samuel, le garçon de 8 ans, tira sur la manche de Caleb. « Monsieur Thornton, les méchants vont-ils nous faire du mal? » Caleb baissa les yeux vers le garçon, maigre, effrayé, mais s'efforçant d'être courageux. « Pas si je peux l'empêcher, mais ils sont nombreux et vous êtes seul. J'ai déjà affronté des situations bien pires, il y a longtemps, dans des endroits dont vous n'avez jamais entendu parler. » Caleb s'accroupit pour se mettre à la hauteur du garçon. « Mais je vais te dire un secret, Samuel. Ce n'est pas le nombre d'armes que tu possèdes qui compte. C'est ce pourquoi tu es prêt à te battre. Pourquoi es-tu prêt à te battre? » La question prit Caleb au dépourvu. Il regarda Samuel, le regarda vraiment, et se vit lui-même. Un garçon effrayé qui essayait d'être un homme, qui essayait de comprendre un monde qui n'avait aucun sens. « Je suis encore en train de le découvrir, » dit finalement Caleb, « mais je m'en approche. » À midi, 2 autres hommes avaient rejoint les observateurs sur la crête. 4 hommes qui ne faisaient désormais aucun effort pour cacher leur présence. Ils voulaient être vus, ils voulaient que la peur s'installe. « Une guerre psychologique, » marmonna Caleb en vérifiant son fusil pour la 3e fois. « Ils essaient de nous briser avant même que le combat ne commence, ma boucle. » Sa marche, Anna se tenait à côté de lui à la fenêtre, son jeune visage tendu par la tension. Les petits sont terrifiés. Ruth n'arrête pas de pleurer. Daniel n'arrête pas de demander si papa va venir nous sauver. La poitrine de Caleb se serra. Que lui as-tu répondu? La vérité. La voix d'Hannah se brisa. Que papa est mort, que personne ne viendra nous sauver, que nous devons nous sauver nous-mêmes. C'est une vérité difficile à accepter pour une enfant de 6 ans. Le monde est dur, Monsieur Thornton. Hannah le regarda avec ses 2 grands yeux. C'est maman qui nous l'a appris. Elle dit que les mensonges peuvent te faire du bien, mais que la vérité te maintient en vie. Caleb observa la fillette de 12 ans qui portait un fardeau qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. Ta mère a raison. Je sais. Hannah hésita. Monsieur Thornton, je peux vous poser une question? Vas-y. Pourquoi nous avez-vous vraiment laissé entrer la première nuit quand nous avons frappé à votre porte? Vous auriez pu nous ignorer. Vous auriez pu nous laisser mourir de froid. Elle le regarda dans les yeux. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? C'était la question que Caleb se posait depuis 12 heures. Je ne sais pas, admit-il. Quand j'ai entendu ta voix, la voix de ta petite sœur qui appelait à l'aide, quelque chose s'est déplacé en moi. Avant que je puisse y réfléchir, avant que je puisse m'en dissuader, maman dit que c'est la conscience, la voix intérieure qui te dit ce qui est juste, même quand ta tête te dit de détourner le regard. Peut-être, elle dit que vous avez une bonne conscience, Miss Thornton. Elle dit qu'elle l'a vu dans vos yeux quand vous avez ouvert cette porte. Elle a dit tout ça. Elle a dit beaucoup de choses. Hannah faillit sourire. La plupart sont vraies. Un bruit provenant de l'extérieur interrompit leur conversation. Des bruits de sabots se rapprochaient rapidement. Caleb se précipita à la fenêtre, fusil à la main. Un cavalier solitaire émergea des arbres, poussant son cheval à travers la neige. Ce n'était pas l'un des gardes. Cet homme chevauchait avec une urgence désespérée,
comme quelqu'un qui fuyait plutôt que qui chassait. Restez ici. Caleb se dirigea vers la porte. Attendez. La voix de Grace l'arrêta. Elle avait réussi à s'asseoir, le visage pâle mais déterminé. Ce cheval, je le reconnais. Quoi? Les marques, la tache blanche sur le front. La voix de Grace tremblait. C'est le cheval de Thomas, le cheval de mon mari. Caleb sentit son sang se glacer. Restez à l'intérieur, vous tous. Il sortit sur le porche, fusil levé. Le cavalier arrêta son cheval à une vingtaine de mètres, les mains en l'air pour montrer qu'il n'était pas armé. Ça suffit, cria Caleb. Dites ce que vous voulez. Le cavalier baissa lentement les mains, leva le bras pour retirer son chapeau, et le monde de Caleb bascula. Le visage était plus vieux, buriné. Une cicatrice allait de la tempe à la mâchoire, qui n'était pas là auparavant. Mais les yeux étaient bleus comme le ciel d'été, comme ceux de leur mère. « Bonjour, mon frère, dit l'homme, ça fait longtemps. » Caleb ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus respirer. Marcus en chair et en os. Son frère sourit, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. Même si je porte un autre nom aujourd'hui. Tu es mort. Les mots sortirent étouffés. J'ai reçu le télégramme. Antidum. Ils ont dit beaucoup de choses. Marcus descendit lentement de cheval, en gardant les mains bien en vue. La plupart n'étaient que des mensonges. 15 ans. La voix de Caleb se brisa. 15 ans que je te pleure. Pendant 15 ans, j'ai porté la culpabilité de ne pas avoir été là quand tu es mort. Marcus éclata d'un rire amer et rauque. Je ne suis pas mort à Antietam, Caleb. J'ai juste cessé d'être Marcus Thornton. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu laissé croire ça? À cause de ce que je suis devenu. Le regard de Marcus devint vide. Mort. Ce que j'ai fait, les choses que j'ai faites depuis la guerre. Il secoua la tête. Tu ne me reconnaîtrais pas, mon frère. La plupart du temps, je ne me reconnais pas moi-même. Sans s'en rendre compte, Caleb avait baissé son fusil. Ses mains tremblaient. Que fais-tu ici, Marcus? Je m'appelle Gabriel maintenant. Gabriel Cross. La mâchoire de son frère se crispa. Et je suis ici parce que je travaille pour Cornelius Whitmore. Ces mots frappèrent Caleb comme un coup physique. Toi, je suis celui qui traque les gens pour lui. Celui qui retrouve les fugitifs, les témoins, les problèmes à résoudre. La voix de Marcus était neutre, dénuée d'émotion. C'est moi qui ai retrouvé cette femme et ses enfants jusqu'à ta porte. Caleb releva son fusil. Ses mains étaient désormais fermes. La rage avait dissipé le choc. Donne-moi une seule raison de ne pas te tirer dessus. Parce que je suis ici pour les aider. Les aider? Tu viens de dire que tu travailles pour Whitmore. C'est vrai. Au passé. Marcus fit un pas en avant, ignorant le fusil pointé sur sa poitrine. J'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fier, Caleb. Des choses qui te rendraient malade si je te les racontais, mais traquer une femme et 5 enfants pour qu'un monstre puisse... Il s'arrêta. Sa gorge bougea. Je ne peux pas le faire. Pas cette fois. Plus maintenant. Pourquoi devrais-je te croire? Tu ne devrais pas. Marcus le regarda dans les yeux. Je ne t'ai donné aucune raison de me faire confiance. Je t'ai laissé pleurer pendant 15 ans. Je suis devenu tout ce que notre mère nous a appris à ne pas être. Sa voix se brisa. Mais je suis quand même là parce que ces enfants dans ta cabane vont mourir si personne n'arrête ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Le visage de Marcus se durcit. Cornelius Whitmore en personne. Il arrive avec 20 hommes. Pas demain. Aujourd'hui. Il désigna la crête, ses éclaireurs. Ils font partie de l'avant-garde. Le gros des troupes est à environ 4 heures derrière eux. 20 hommes. L'esprit de Caleb s'emballa. 20 hommes armés contre un médecin brisé et une femme blessée. Le calcul n'était pas seulement mauvais. Il était impossible. Pourquoi? Demanda-t-il. Pourquoi Whitmore viendrait-il en personne? Pourquoi ne pas simplement envoyer son armée? À cause de ce qu'elle porte. Marcus fit un signe de tête en direction de la cabane. Les documents. La preuve. Whitmore sait qu'elle lit ça. Il sait que si ces papiers tombent entre de bonnes mains, il est fini. Alors, ils viennent pour tout brûler. Les preuves, les témoins. Caleb eut un haut le cœur. Les enfants, tout. La voix de Marcus était creuse. Il fera croire à un accident. Un incendie de cabane en hiver. Tragique, mais courant. Pas de survivants, pas de preuves, juste une autre histoire triste dans une région difficile. Caleb fixa son frère.
cet étranger qui avait le visage de son frère. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi ne pas simplement laisser faire? Parce que je suis fatigué. Pour la première fois, quelque chose d'humain passa dans les yeux de Marcus, de l'épuisement, des regrets, de la douleur. Je suis fatigué d'être un monstre, Caleb. Fatigué de voir des innocents souffrir parce que je suis trop lâche pour y mettre fin. Tu n'as jamais été lâche, n'est-ce pas? Marcus rit amèrement. J'ai laissé tout le monde croire que j'étais mort parce que je ne pouvais pas affronter ce que j'étais devenu. Je t'ai observé de loin pendant des années, Caleb, et je n'ai jamais trouvé le courage de t'approcher, de t'expliquer, de m'excuser. Tu m'as observé. Comment crois-tu qu'elle savait pour toi? Marcus fit un geste vers la cabane. Les histoires sur le médecin ermite dans les montagnes. Je les ai répandues pendant 3 ans, dirigeant les gens vers toi quand ils avaient besoin d'aide, essayant de trouver un moyen de me racheter. Sa voix se brisa pour tout. Caleb baissa lentement son fusil. Son frère était vivant. Son frère était un monstre qui travaillait pour des monstres encore pires. Son frère veillait sur lui à sa manière tordue depuis des années. Rien de tout cela n'avait de sens. Tout cela faisait mal. Que veux-tu, Marcus? Gabriel, que veux-tu? Réparer ce que j'ai brisé ou mourir en essayant. Marcus plongea lentement la main dans son manteau et en sortit un journal en cuir. Tout est là. Les noms, les dates, les transactions, tous les crimes commis par Whitmore. Toutes les personnes qu'il a fait tuer, dit-il en le tendant, y compris Thomas Whitmore, son propre fils. Caleb ne prit pas le journal. Cette femme, Grace, elle a déjà des preuves. Les siennes sont plus utiles pour les tribunaux. Les miennes sont plus utiles pour survivre aux 12 prochaines heures. Marcus lui tendit le journal. Prends-le, s'il te plaît. C'est la seule chose utile que j'ai faite en 15 ans. La porte de la cabane s'ouvrit derrière eux. Monsieur Thornton, la voix de Hannah était tendue par la peur. Maman dit, « Tu dois rentrer maintenant. » Caleb se retourna. À travers la porte ouverte, il pouvait voir Grace qui luttait pour se tenir debout, le visage blanc de douleur. Qu'y a-t-il? Des cavaliers. Hannah pointa du doigt la crête orientale. Ils sont nombreux. Caleb sentit son sang se glacer. Il se retourna vers Marcus Gabriel, son frère, l'étranger. Rentrons tous les deux. Caleb, si tu veux nous aider, alors aide-nous. Mais si tu nous trahis, dit Caleb d'une voix neutre, je te tuerai de mes propres mains. Du sang ou pas? Marcus acquiesça lentement. Très bien. Ils se dirigèrent ensemble vers la cabane, 2 frères séparés par 15 ans de mort et de mensonges, unis par une menace qu'aucun d'eux ne pouvait affronter seul. Et sur la crête est, les premiers soldats de l'armée de Cornelius Whitmore apparurent dans le ciel hivernal. À l'intérieur de la cabane, c'était le chaos. Les enfants s'étaient regroupés autour du lit de Grace, le visage blême de terreur. Ruth pleurait à chaudes larmes, secouée de sanglots qui faisaient trembler son petit corps. Daniel avait enfoui son visage dans l'épaule d'Hannah. Même Samuel, qui s'efforçait tant d'être courageux, ne pouvait cacher le tremblement de ses mains. Grace était debout, s'appuyant lourdement contre le montant du lit, son flanc blessé suintant du sang frais à travers le bandage. « Tu ne devrais pas rester debout, » dit Caleb. « Je ne devrais pas faire beaucoup de connes. » Les yeux de Grace se posèrent sur Marcus, endurcis. « Qui est mon frère? » Les mots semblaient étranges dans la bouche de Caleb. « Il travaille pour Whitmore. » Le silence s'installa dans la cabane. Même Ruth cessa de pleurer. « Y quoi? » Travaillait. Marcus s'avança, les mains levées. « Au passé, je ne travaille plus. C'est lui qui nous a retrouvés. » La voix de Grace était glaciale. C'est à cause de lui qu'ils nous ont trouvés à Miller's Creek. C'est à cause de lui qu'ils m'ont poignardé. La raison, mes enfants, je le sais. Marcus ne broncha pas devant sa fureur. Je sais ce que j'ai fait. Je ne peux pas le défaire. Mais je peux vous aider à survivre à ce qui va arriver. Pourquoi devrais-je croire ce que vous dites? Vous ne devriez pas. Mais en ce moment même, une vingtaine d'hommes armés se dirigent vers cette cabane avec pour ordre de tuer tout le monde à l'intérieur. Marcus croisa son regard. « Vous pouvez me détester autant que vous voulez, Madame Whitmore, mais vous avez besoin de moi. » Grace serra les mâchoires. Elle regarda Caleb. « Lui fais-tu confiance? » C'était la question que Caleb se posait depuis le moment où son frère mort était sorti de la forêt. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Mais je suis sûr que nous allons mourir sans aide. Et pour l'instant, il est le seul aide dont nous disposons. » Grace resta silencieuse pendant un long moment.
puis elle acquiesça lentement. « Dis-nous ce que tu sais. »« Tout. » Marcus se dirigea vers la fenêtre, observant les cavaliers au loin avec un œil exercé. 22 hommes, dont Whitmore lui-même. Tous armés, tous expérimentés. Ce ne sont pas des hors-la-loi ou des mercenaires. Ce sont les gardes personnels de Whitmore. Des hommes qui sont à ses côtés depuis des années. Des hommes qui savent exactement ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est encercler la propriété, coupant toute voie de fuite. Marcus se détourna de la fenêtre. À la tombée de la nuit, ils nous auront complètement encerclés. Ensuite, ils passeront à l'action, probablement en tirant. C'est la méthode préférée de Whitmore. Propre, efficace, ne laissant aucun témoin. La voix de Marcus était clinique, détachée. Il vous offrira d'abord une chance de vous rendre, de rendre les documents, de rendre les enfants, et il vous laissera peut-être la vie sauve. Il ne le fera pas, dit Grace d'un ton neutre. J'ai trop vu, j'en sais trop. La seule façon pour Cornelius de me laisser quitter cette cabane, c'est dans un cercueil. Alors on ne le laissera pas prendre la cabane. Tous les regards se tournèrent vers Caleb. « Que suggères-tu » demanda Grace. L'esprit de Caleb tournait à toute vitesse. 22 hommes, une femme blessée, 5 enfants terrifiés, un frère en qui il ne pouvait pas avoir confiance, et lui-même, un médecin brisé qui avait passé 11 ans à essayer de mourir. La grange, dit-il lentement, elle est plus facile à défendre que la cabane, avec ses fondations en pierre, ses multiples sorties, et il y a une cave avec un tunnel qui mène au ruisseau. Un tunnel? Je l'ai construit il y a des années, au cas où j'aurais besoin de disparaître. Caleb croisa le regard de Grace. Si les choses tournent mal, quand les choses tourneront mal, tu emmènes les enfants dans ce tunnel, tu cours et tu ne te retournes pas. Et toi? Quelqu'un doit les retenir. C'est du suicide. Peut-être. La voix de Caleb était calme. Mais ces enfants vont vivre, quoi qu'il en coûte. Grace le fixa du regard. Son expression changea. Elle devint brute, douloureuse et désespérément pleine d'espoir. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Vous ne nous connaissez même pas. Vous ne nous devez rien. Pourquoi mourriez-vous pour des inconnus ?» Caleb la regarda. Cette femme féroce, brisée, magnifique, qui avait marché 20 mètres dans une tempête de neige pour sauver ses enfants. Anna, 12 ans, déjà une guerrière. Aux autres, 5 petites vies qui dépendaient des choix qu'il ferait dans les prochaines heures. Parce que quelqu'un doit le faire, dit-il simplement. Et j'ai passé trop de temps à ne me soucier de rien. Il est temps que je commence. Une larme coula sur la joue de Grace. Elle l'essuya avec impatience. Il doit y avoir un autre moyen. Autre chose que mourir. Peut-être. Marcus prit la parole d'un ton pensif. Whitmore est arrogant. Il se croit intouchable. Il voudra en faire une affaire personnelle, venir en personne pour jubiler avant de tuer. Alors, donnons-lui ce qu'il veut. Laissons-le croire qu'il est le seul. Les yeux de Marcus rencontrèrent ceux de Caleb. Et ensuite, nous le capturerons. Le capturer? Comment? Whitmore vivant vaut plus que Whitmore mort. C'est lui qui a les relations, le pouvoir, l'argent. Ces hommes lui sont loyaux, mais uniquement parce qu'il les paie. Si nous le capturons, le retenons en otage, ces hommes se retireront. Caleb termina lentement. Sans lui, ils n'ont plus rien à défendre. C'est risqué. Si ça échoue, nous sommes morts de toute façon. Caleb regarda Grace. Qu'en penses-tu? Grace resta silencieuse pendant un long moment, puis elle plongea la main sous sa robe et en sortit la pochette en cuir contenant les documents. Je pense, dit-elle lentement, que je n'ai pas marché 20 mètres dans une tempête de neige pour mourir dans l'incendie d'une cabane. Elle tendit la pochette à Anna. Prends ça, garde-la précieusement. S'il m'arrive quelque chose, maman, non. Écoute-moi. La voix de Grace était féroce. S'il m'arrive quelque chose, prends tes frères et sœurs et fuis. Trouve quelqu'un d'honnête, un marshal fédéral, un rédacteur en chef de journal, n'importe qui ne soit pas à la solde de Whitmore, et donne-lui ses papiers. Assure-toi que la vérité soit révélée. Mais maman, promets-moi, Anna. Le visage de la jeune fille se décomposa. Pendant un instant, elle eut l'air d'avoir exactement ses 12 ans, effrayée, désespérée que quelqu'un d'autre porte ce fardeau. Puis elle serra les mâchoires. Son regard se durcit. Je te le promets. Grace serra sa fille contre elle et lui donna un baiser sur le front.
Voilà ma petite fille courageuse. Le bruit des sabots qui approchaient rompit le silence. Caleb se dirigea vers la fenêtre, le cœur serré par ce qu'il vit. La force principale était d'arriver. Plus de 20 hommes se déployaient en formation lâche, encerclant la propriété de tous côtés. À leur tête, monté sur un grand cheval noir, se trouvait un homme aux cheveux argentés, vêtu d'un manteau noir. Cornelius Whitmore était venu récupérer sa propriété. Le temps est écoulé, dit Caleb à voix basse. Tout le monde à la grange maintenant. Ils se déplacèrent rapidement, trop rapidement pour la blessure de Grace, mais elle ne se plaignit pas, serra simplement les dents et continua à marcher, un bras autour des épaules d'Hannah, l'autre pressé contre son flanc ensanglanté. Caleb portait Ruth. La fillette de 4 ans était devenue silencieuse, le visage enfoui dans son cou, son petit corps tremblant. Samuel et Daniel marchaient entre Marcus et leur mère, les yeux rivés sur les cavaliers au loin à chaque pas. Rachel s'accrochait à la main libre d'Hannah, les lèvres remuant dans ce qui semblait être une prière. La grange se profilait devant eux. Caleb l'avait construite avec des fondations en pierre solide, des murs en bois épais et un grenier offrant une vue dégagée dans toutes les directions. Ils n'auraient jamais imaginé qu'ils l'utiliseraient comme forteresse. Ils se précipitèrent à l'intérieur et se faufilèrent par la porte. Caleb la verrouilla derrière eux, puis se dirigea immédiatement vers l'échelle et grimpa au grenier pour évaluer leur situation. Ce qu'il vit le glaça le sang. Les hommes de Whitmore s'étaient déployés en formant un cercle parfait. Aucune faille, aucune faiblesse. Professionnels, disciplinés. Ils avaient déjà fait cela auparavant. « C'est grave ?» demanda Marcus. « Grave. Ils nous ont encerclés. Au moins 20 armes sont pointées sur ce bâtiment. » Et le tunnel, Caleb regarda vers le fond de la grange où une trappe menait à la cave à légumes et à la voie d'évacuation au-delà, encore dégagée pour l'instant. Alors nous avons des options. Pas beaucoup. Caleb descendit l'échelle et aucune n'était bonne. Grace s'était affalée sur une botte de foin, le visage gris de douleur. Les enfants se blottissaient autour d'elle comme des poussins autour d'une poule blessée. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. Avant que Caleb n'ait pu répondre, une voix retentit à travers la propriété. Claire, autoritaire, la voix d'un homme habitué à être obéi. « Madame Whitmore, je sais que vous êtes là. Je sais que vous avez mes petits-enfants. » Le corps de Grace se raidit. « C'est lui, murmura-t-elle. C'est Cornelius. » Caleb se dirigea vers une ouverture dans le mur de la grange et jeta un coup d'œil dehors. Whitmore était assis sur son cheval noir, à environ 50 mètres, flanqué de 2 hommes armés. Ses cheveux argentés brillaient dans la lumière hivernale. Son visage était calme, presque agréable, celui d'un homme qui avait déjà gagné. « Je ne suis pas un homme déraisonnable, Grace. » La voix de Whitmore portait facilement à travers la neige. « Je ne veux pas d'effusion de sang. Je veux simplement ce qui m'appartient de droit. Vos petits-enfants ne sont pas des biens, » cria Grace en retour, la voix brisée par la rage. « Ce sont des êtres humains. Ce sont des Whitmore. Ils appartiennent à leur famille. Vous avez tué leur père, votre propre fils. » Une émotion passa sur le visage de Whitmore. De l'irritation, peut-être même de la colère. Mais sa voix resta calme. La mort de Thomas était une tragédie, un accident. Je l'ai pleuré chaque jour depuis. Menteur. Grace. Pensez aux enfants, s'il vous plaît. Pensez à ce qui est le mieux pour eux. Whitmore écarta les mains dans un geste de fausse raison. Sortez maintenant. Apportez les documents que vous avez volés chez moi et je vous donne ma parole. Personne ne sera blessé. Votre parole. Grace éclata d'un rire amer et brisé. Votre parole ne vaut rien. Vous avez donné votre parole à Thomas. Vous m'avez donné votre parole. Et puis vous nous avez détruits. Je vous offre une chance de survivre. Ne soyez pas assez stupide pour la refuser. Je préfère mourir. Cela peut s'arranger. La gentillesse disparut de la voix de Whitmore comme un masque qui tombe. Mais cela ne doit pas nécessairement être rapide, Grace. Cela ne doit pas nécessairement être gentil. Pense à tes enfants. Pense à ce que mes hommes leur feront si tu me forces à agir. Ruth gémit. Hannah la serra contre elle, son jeune visage marqué par la terreur et la défiance. Ne l'écoute pas, maman. Je ne l'écoute pas. Les mains de Grace tremblaient, mais sa voix était ferme. Je n'écoute pas un seul mot. Whitmore attendit. Comme aucune réponse ne venait,
Il hocha lentement la tête. Très bien, vous avez fait votre choix. Il se tourna vers l'un de ses hommes. Silas, apportez-moi une torche. L'homme appelé Silas descendit de cheval. Il était grand, large d'épaules, avec un visage comme sculpté dans le granit, dépourvu de toute trace de pitié. C'est Reed. Marcus s'était approché de Caleb. Silas Reed, le bras droit de Whitmore. C'est lui qui a poignardé Grace près de la rivière. Peut-on l'acheter? Non. C'est un vrai croyant. Il pense que Whitmore est une sorte de prophète. Caleb regarda Reed craquer une allumette et allumer une torche qui s'embrassa dans le ciel gris. Alors il mourra le premier. Caleb, prépare les enfants. Le tunnel maintenant. Marcus hésita, puis acquiesça. Il s'approcha de Grace et lui parla à voix basse, d'un ton pressant. Caleb remonta dans le grenier, fusil à la main. À travers les interstices des planches, il pouvait voir Reed s'approcher, torche brandie. Derrière lui, Whitmore observait la scène avec une froide satisfaction. Un seul tir, c'est tout ce qu'il faudrait. Un tir précis et Reed s'effondrerait. Mais dès que Caleb tirerait, ce serait l'enfer. 20 armes contre son seul fusil. Il pourrait en abattre 3 ou 4 avant qu'il ne le submerge. Ce n'est pas suffisant. Loin de là. Mon Dieu, pardonnez-moi, murmura-t-il avant d'appuyer sur la détente. Le coup de feu retentit dans l'air glacial. Reed trébucha, la torche tombant de sa main, son épaule explosant dans une gerbe rouge. Il n'est pas mort. Caleb avait visé pour blesser, pas pour tuer. Il avait besoin d'attirer l'attention de Whitmore. Il avait besoin de gagner du temp. « Tout le monde à terre !» cria-t-il. « Maintenant, revenez !» Des coups de feu éclatèrent immédiatement. Les balles transpercèrent les murs de la grange, projetant des éclats de bois. Caleb se jeta à plat ventre et rampait vers l'échelle tandis que le bois explosait autour de lui. En bas, c'était le chaos. Les enfants hurlaient. Grace criait des ordres dégueulasses. Marcus ripostait à travers une brèche dans le mur, le tunnel. Caleb se laissa tomber les derniers mètres et heurta violemment le sol. « Faites-les sortir. Et vous? Je les retiendrai. Allez-y, Caleb. Vous ne pouvez pas. Je vous ai dit d'y aller. » Grace apparut à ses côtés, le visage pâle mais déterminé. « Je ne partirai pas sans vous, Madame Whitmore. » Grace, elle lui saisit le bras avec une force surprenante. « Je m'appelle Grace et je n'ai pas marché 20 mètres dans une tempête de neige pour te regarder mourir pour nous. Quelqu'un doit le faire, alors nous le ferons ensemble, ou pas du tout. » Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux, de la compréhension peut-être, ou de la reconnaissance. 2 personnes brisées, debout ensemble contre les ténèbres. « Les enfants, dit finalement Caleb, c'est eux qui comptent. »« Je sais, répondit Grace d'une voix brisée. Mais vous comptez aussi, vous ne comprenez pas encore cela. Avant que Caleb n'ait pu répondre, la porte de la grange explosa vers l'intérieur. 3 hommes de Whitmore firent éruption, armes à la main. Caleb poussa Grace derrière une botte de foin et se retourna pour faire face à l'attaque. Son fusil crépita 1 fois, 2 fois. 2 hommes tombèrent. Le 3e, il était sur lui avant qu'il ait pu recharger. Ils tombèrent lourdement au sol, roulant dans la poussière et la paille. L'homme était plus grand, plus lourd. Ses mains se trouvèrent dans la gorge de Caleb et la serrèrent. Des étoiles éclatèrent dans la vision de Caleb. Il ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser, ne pouvait que sentir la vie le quitter, battement de cœur après battement de cœur. Puis un coup de feu retentit. L'étreinte de l'homme se relâcha. Il s'effondra sur le côté, le sang coulant sur sa poitrine. Grace se tenait au-dessus d'eux, un pistolet fumant dans les mains, le visage blanc comme un linge. « Je te l'avais dit », dit-elle d'une voix tremblante. « Ensemble. » Caleb haletait, la gorge en feu. Joli tir, Thomas m'a appris. Les mains de Grace tremblaient maintenant. Le pistolet vacillait. Il avait dit, « Une femme doit savoir se protéger. » Il avait raison. D'autres coups de feu retentirent à l'extérieur. Marcus criait quelque chose que Caleb ne comprenait pas. Et au milieu de tout cela, on entendait des enfants pleurer. Le tunnel, Caleb se força à se relever. Il fallait partir immédiatement. Ils trouvèrent les enfants blottis près du trappoir. Un homme montait la garde, une fourche serrée dans ses mains aux jointures blanchies. Les plus jeunes s'accrochaient les uns aux autres, le visage baigné de larmes et de terreur. « Où est oncle Gabriel ?» demanda Samuel. « Il est sorti. Il a dit qu'il devait le faire. » Un cri déchira le chaos. « Salut agonisé »
Coupez court. Marcus! Caleb se dirigea vers la porte, mais Grace lui attrapa le bras. Tu ne peux pas. Ils sont trop nombreux. C'est de mon frère et ce sont mes enfants. S'il te plaît, Caleb, s'il te plaît. Ces mots brisèrent quelque chose en lui. Le désespoir dans sa voix, la terreur dans ses yeux, le poids de 5 petites vies qui dépendaient de sa décision. Le tunnel, dit-il d'une voix rauque. Tout le monde maintenant. Il ouvrit la trappe. L'obscurité béait sous la cave à légumes, froide et moisie, menant au passage étroit qu'il avait creusé des années auparavant. Anna, prends tes sœurs et tes frères. Suivez le tunnel jusqu'au ruisseau. Il y a un cheval attaché au vieux moulin. Prends-le et file à Cheyenne. Ne t'arrête pas. Ne te retourne pas. Mais maman, je suis juste derrière toi. Grace s'agenouilla et serra sa fille aînée dans ses bras. Je suis juste derrière toi, ma chérie. Je te le promets. Ma maman, non. Non, tu dois venir avec nous. Je viendrai, mais je dois d'abord aider M. Thornton. Je dois m'assurer que vous vous enfuyez en toute sécurité. Mais Hannah, la voix de Grace était désormais ferme, calme, la voix d'une mère qui avait accepté ce qui devait être fait. Souviens-toi de ta promesse. Quoi qu'il arrive, tu dois remettre ces papiers à quelqu'un qui pourra les utiliser. Tu dois t'assurer que la vérité éclate au grand jour. Maman, promette-le-moi. Des larmes coulaient sur le visage d'Hannah, mais elle acquiesça. Je te le promets. Voilà ma courageuse fille. Grace embrassa son front. Maintenant, va t'occuper de tes frères et sœurs. Je t'aime. Je vous aime tous tellement. Un par un, les enfants descendirent dans l'obscurité. Samuel en premier, puis Daniel, puis Rachel. Ruth passa en dernier, sa poupée de chiffon serrée contre sa poitrine, son petit visage mouillé de larmes. Maman. Maman, tu viens? Bientôt, ma chérie. J'arrive bientôt. La trappe se referma derrière eux. Grace serra les mâchoires et sécha ses yeux. Ils atteindront le ruisseau dans 20 minutes. Une demi-heure jusqu'au moulin. À la tombée de la nuit, ils seront sur la route de Cheyenne. Si nous pouvons les retenir aussi longtemps, alors nous les retiendrons. Grace ramassa le pistolet tombé par terre et vérifia les chambres. Combien de balles avons-nous? Pas assez, alors nous devons tirer à chaque fois avec précision. Un bruit à la porte les fit se retourner tous les deux. Caleb posa le doigt sur la gâchette de son fusil. Marcus trébuchait, le sang coulant d'une blessure sur le côté. Ils apportent le kérosène, allaita-t-il. Tout. Ils vont nous brûler vifs. Les enfants sont dans le tunnel. Ils sont en sécurité pour l'instant. Caleb se précipita vers son frère et le rattrapa alors que ses jambes se dérobèrent sous lui. C'est grave? Assez grave. Marcus toussa. Du sang maculait ses lèvres. J'ai pris une balle. Elle a peut-être touché quelque chose d'important. Laisse-moi voir. On n'a pas le temps. Marcus le repoussa. Son visage se tordit de douleur. Whitmore arrive. Il veut s'en occuper personnellement. Il veut regarder. Alors on va lui donner quelque chose à regarder. La porte de la grange ne tenait plus qu'à un seul pivot, désormais éclaté et cassé. À travers l'ouverture, Caleb pouvait les voir arriver. Whitmore sur son cheval noir, entouré de ses hommes, une torche enflammée à la main. Grace Whitmore. La voix de Whitmore résonnait maintenant triomphante. Vos protecteurs sont vaincus. Vos voies de fuite sont coupées. C'est votre dernière chance. Sortez maintenant ou brûlez avec eux. Grace s'approcha pour se tenir à côté de Caleb. Son épaule toucha la sienne, chaude, solide, réelle. Quoi qu'il arrive, dit-elle doucement. Merci pour tout. Ne me remerciez pas encore. Je te remercie maintenant, au cas où je n'aurais pas d'autre occasion. Caleb la regarda, cette femme féroce, brisée, magnifique, qui avait traversé l'enfer pour sauver ses enfants, qui s'était battue à ses côtés alors qu'elle pouvait à peine se tenir debout, qui avait tué un homme pour lui sauver la vie. Quand tout cela sera terminé, dit-il d'un ton bourru, je vais t'embrasser, juste pour que tu le saches. Malgré tout, Grace esquissa presque un sourire. Je te prends au mot. Les premières flammes léchaient les murs de la grange. Ils y mettent le feu. Marcus s'était traîné jusqu'à une brèche dans les planches. Côté est, la grêle va arriver dans quelques minutes. L'entrée du tunnel est encore dégagée, mais pas pour longtemps. L'esprit de Caleb tournait à toute vitesse. Les enfants étaient dans le tunnel, en route vers la sécurité. Mais si le feu se propageait, si la fumée envahissait le passage, il fallait les éloigner. Il se tourna vers Grace. Le tunnel.
Toi et Marcus maintenant, et je vous laisse. Je vous suivrai de près. Mentor. La voix de Grace se brisa. Tu vas te sacrifier, je le vois dans tes yeux. Grace. Non. Elle lui saisit le bras fermement. J'ai perdu un mari, je n'en perdrai pas un autre. Elle s'arrêta, son visage rougit. Je ne regarderai pas quelqu'un d'autre mourir pour moi. Je ne le ferai pas. Tu n'auras peut-être pas le choix. Il y a toujours un choix. Les yeux de Grace le transperçaient. Tu me l'as appris hier soir quand tu as ouvert ta porte. Tu avais le choix et tu as choisi de nous aider. Maintenant, c'est moi qui choisis et je choisis de rester. Les flammes se propageaient. La fumée commençait à envahir l'air. Les enfants, dit Caleb désespérément. Anna a besoin de toi. Ruth a besoin de toi. Elles ne peuvent pas perdre leur mère. Alors tu ferais mieux de t'assurer que nous sortions tous vivants. Un fracas à l'extérieur. Des cris, des coups de feu. Il se passe quelque chose. Marcus s'était relevé, le visage gris à cause de la perte de sang. Les hommes de Whitmore. Ils battent en retraite. Quoi? Caleb se leva pour regarder. À travers la fumée et les flammes, il pouvait voir le chaos. La formation ordonnée de Whitmore s'était effondrée. Les hommes couraient, criaient, pointaient du doigt la crête ouest. Et là, se découpant sur le ciel hivernal, une ligne de cavaliers apparut. Qui diable? Des marshals fédéraux? La voix de Marcus était incrédule. C'est un insigne de marshal. Je le reconnaîtrais n'importe où. Des marshals ici? Comment? Je ne comprends pas. Marcus s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent. Le télégramme? Avant de venir vous avertir, j'ai envoyé un télégramme au bureau du marshal à Cheyenne. Je leur ai tout raconté. Je ne pensais pas qu'ils... Vous avez appelé à l'aide. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient à temps. Je pensais qu'une autre salve de coupe de feu. Les hommes de Whitmore se dispersaient maintenant, pris entre la grange en feu et les hommes de loi qui avançaient. Le tonnel, dit Caleb. Nous devons aller chercher les enfants. Assurez-vous qu'ils sont en sécurité. Allez-y. Marcus s'effondra contre le mur. Je vous couvre. Vous pouvez à peine vous tenir debout. Je peux encore tirer. Marcus leva son pistolet, la main tremblante mais suffisamment stable. Allez-y, Caleb. Faites-les sortir. Sors-la de là. Marcus, mon frère. Marcus croisa son regard. Laisse-moi faire ça. Laisse-moi faire une bonne action, s'il te plaît. Caleb hésita. Cet homme, son frère, son ennemi, son sang, l'avait trahi, abandonné, lui avait menti pendant 15 ans, et maintenant, il proposait de mourir pour lui. Ne t'avise pas de mourir, dit Caleb d'un ton sec. Je ne t'ai pas encore pardonné. Marcus esquissa presque un sourire. J'essaierai. Maintenant, pars. Caleb attrapa la main de Grace. Ensemble, ils coururent vers le tréport. La fumée leur brûlait les poumons, les flammes leur léchaient les talons. Derrière eux, Marcus commença à tirer. Le tunnel était sombre et froid. Grace trébucha, son flanc blessé lui faisant mal. Mais Caleb la rattrapa, la stabilisa et la fit avancer. Les enfants, halta-t-elle, nous devons rejoindre les enfants. Nous le ferons. Le passage semblait s'étirer à l'infini, exigu, suffocant, sans fin. Mais enfin, ils virent la lumière devant eux, le ruisseau, la sortie, et 5 petites silhouettes blotties les unes contre les autres dans la neige, attendant. Maman. Ruth fut la première à les voir. Elle se dégagea de l'étreinte d'Hannah et courut se jeter dans les bras de Grace. Maman. Maman, tu es venue? Je suis venue, ma chérie. Je t'avais dit que je viendrais. Les autres enfants se pressèrent autour d'eux, pleurant, riant, s'accrochant à leur mère comme si elle risquait de disparaître s'ils la lâchaient. Caleb resta en retrait, observant la scène, la gorge serrée, les yeux brûlants. C'était pour cela qu'il s'était battu. C'était cela qui comptait. Monsieur Thornton. Hannah apparut à ses côtés, le visage baigné de larmes. « C'est fini? Grand-père » Le bruit des sabots les fit tous se figer. Un cavalier surgit de l'enchevêtrement d'arbres. Cheval noir, cheveux argentés, manteau noir. Cornelius Whitmore, fuyant les Marshalls, les avait trouvés. Non. Grace se plaça devant ses enfants, les protégeant de son corps. Non, vous ne pouvez pas les avoir. Vous ne pouvez pas vous écarter, Grace. La voix de Whitmore était rauque, désespérée. L'homme calme et raisonnable de tout à l'heure avait disparu.
C'était le monstre sous le masque. Écarte-toi ou je te renverse. Caleb s'avança. Pas de fusil, pas de pistolet, juste ses mains, sa rage et son refus de laisser les choses se terminer autrement. Tu les veux, dit-il calmement. Tu devras me passer dessus. Whitmore sortit son pistolet, visa la poitrine de Caleb et un coup de feu retentit. Mais ce n'est pas Whitmore qui tomba. Marcus Thornton, ensanglanté, brisé, à peine vivant, se tenait à l'entrée du tunnel, le pistolet encore fumant dans la main. Whitmore baissa les yeux vers la tache rouge qui s'étalait sur sa poitrine. Son visage exprimait la confusion, l'incrédulité, la rage. « Toi, murmura-t-il, tu étais à moi. Plus maintenant. » Marcus s'effondra à genoux, le pistolet tombant de ses doigts. « Plus jamais, dit Whitmore en vacillant. » Son cheval dansait sous lui. Puis, lentement, comme un grand arbre qui tombe, il bascula de sa selle et resta immobile dans la neige. Silence. Puis, venant de la grange, des cris. Des sabots. Les Marshalls venaient terminer ce que Marcus avait commencé. Grace était agenouillée à côté de Marcus, les mains pressées contre sa blessure. « Tiens bon, disait-elle. Tiens bon. Les secours arrivent. Dis-le lui. » Marcus haleta, cherchant le regard de Caleb. « Dis-le à mon frère. Dis-le-moi toi-même. » Caleb tomba à genoux à côté de lui. « Tu ne vas pas mourir, tu m'entends? Après 15 ans, tu n'as pas le droit de mourir avant que j'aie fini de te crier dessus. » Marcus éclata d'un rire humide et bouillonnant. Toujours autoritaire. « Tu as raison. » Les Marshalls arrivèrent, les encerclèrent avec leurs chevaux et leurs armes et crièrent des ordres. Quelqu'un aboyait des ordres. Quelqu'un d'autre examinait le corps de Whitmore, mais Caleb resta où il était, la main agrippée à celle de son frère, refusant de le lâcher. « Reste avec moi, dit-il. Marcus, Gabriel, quel que soit ton nom, reste avec moi. » Les yeux de Marcus se fermèrent, et Caleb Thornton, qui n'avait pas prié depuis 11 ans, se mit à prier. Les heures qui suivirent se confondirent comme des aquarelles sous la pluie. Caleb s'occupa de Marcus là, dans la neige, ses mains bougeant, avec une habileté qu'il croyait avoir oubliée. La balle avait déchiré un muscle et effleuré une côte, mais elle avait manqué les organes vitaux. De la chance. Impossible. Une chance imméritée. Il a besoin d'un vrai médecin, dit l'un des Marshalls qui se tenait à proximité. Il a besoin d'aller à l'hôpital. Je suis un vrai médecin. Caleb ne leva pas les yeux de son travail et pour l'instant, je suis tout ce qu'il a. Grace s'agenouilla à côté de lui, les mains fermes lorsqu'elle lui tendit les bandages. Elle appliqua la pression là où il lui indiquait ses besoins avant même qu'il ne les exprime. « Vous avez déjà fait ça ?» dit-il, reprenant ses mots comme si cela remontait à une éternité. Thomas a eu un accident. Sa voix se brisa sur le nom de son mari. J'ai appris à penser les blessures par nécessité. Bien. Maintenez cette pression. Ne relâchez pas. Les enfants se blottissaient les uns contre les autres à quelques mètres de là. Anna veillait sur ses frères et sœurs avec la férocité protectrice d'une louve. Ruth avait cessé de pleurer, le visage appuyé contre l'épaule de Samuel. Daniel et Rachel étaient assis en silence, les yeux fixés sur leur mère. Ils en avaient trop vu, tous autant qu'ils étaient. Des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais voir, mais ils étaient en vie. C'était ce qui comptait. Marshall Whitfield, un homme grand à la barbe grisonnante, s'approcha avec son insigne qui brillait dans la lumière déclinante. Bureau du Marshal fédéral de Cheyenne. Vous devez être Thornton. En effet, votre frère nous a envoyé un télégramme détaillant les crimes de Cornelius Whitmore. Les noms, les dates, tout. Les yeux de Whitfield se posèrent sur le corps gisant dans la neige. Cela nous a évité un procès. Je suppose qu'il essayait de tuer des enfants. Les mains de Caleb ne cessaient de bouger. Mon frère l'a arrêté. Je vois. Whitfield resta silencieux pendant un moment. Les hommes que nous avons capturés parlent, se bousculent pour conclure des accords. Il semble que la loyauté de Whitmore n'allait que dans un sens. C'est généralement le cas avec des hommes comme lui. Madame Whitmore. Whitfield se tourna vers Grace. Je crois comprendre que vous avez des documents, des preuves de crime qui vont au-delà de ce que votre beau-frère a fourni. Grace acquiesça lentement, sans quitter des yeux la blessure de Marcus. Je les ai. Tout. Assez pour faire condamner tous ceux qui ont travaillé pour Cornelius. J'aurais besoin de ces documents.
Madame, des preuves officielles pour l'enquête. Vous les aurez, mais je veux d'abord des garanties. Whitfield haussa les sourcils. Des garanties, la sécurité de mes enfants, une protection contre quiconque voudrait se venger. Et la voix de Grace se durcit. Je veux Silas Reed, l'homme qui m'a poignardé. Je veux le voir pendu. Madame, je ne peux rien vous promettre. Alors vous n'aurez pas les documents. Le silence s'installa entre eux. Whitfield observa Grace. Cette femme meurtrie qui saignait à travers ses bandages, la mâchoire serrée comme du fer. Vous avez du cran, Madame Whitmore. Je vous l'accorde. J'ai 5 enfants qui ont besoin d'un avenir. Le cran n'a rien à voir là-dedans. Whitfield faillit sourire. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Il s'éloigna en aboyant des ordres à ses hommes. Caleb finit de panser la blessure de Marcus, ses mains enfin immobiles. Il est stable pour l'instant, mais il a besoin de repos, de vrai repos, et de soins médicaux appropriés. Va-t-il survivre? Caleb regarda le visage pâle de son frère. Les rides de douleur gravées autour de ses yeux fermés, les 15 années de secrets, de mensonges et de regrets inscrites dans chaque cicatrice. Je ne sais pas, admit-il, mais je vais faire tout ce que je peux pour m'assurer qu'il survive. La main de Grace trouva la sienne, ses doigts s'entremêlant avec ceux de Caleb, tachés de sang. C'est tout ce que l'on peut demander. Ils transportèrent Marcus jusqu'à la cabane, ou ce qu'il en restait. Le feu avait détruit la moitié de la structure, mais un coin était resté suffisamment intact pour offrir un abri contre le froid. Grace refusa de quitter Caleb. Elle l'aida à installer un hôpital de fortune, faisant bouillir de l'eau, déchirant des draps pour en faire des bandages, suivant ses instructions sans poser de questions. « Tu devrais te reposer », lui dit Caleb pour la 3e fois. « Ta blessure peut attendre. » La voix de Grace était ferme. « Les enfants ont besoin de me voir debout. Ils ont besoin de savoir que leur mère n'est pas brisée. Tu saignes à travers ton bandage. Alors soigne-moi quand nous aurons terminé ici. » Caleb secoua la tête, quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration brillant dans son épuisement. « Tu es la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Je prendrais ça comme un compliment. » C'était le but. Leurs regards se croisèrent, se retinrent. Quelque chose passa entre eux. Quelque chose qui s'était développé depuis le moment où elle s'était effondrée devant sa porte. Quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. « Maman », la voix de Hannah rompit le moment. « Ruth ne mange pas. Elle dit qu'elle n'a pas faim, mais elle n'a rien mangé depuis hier. » Grace détourna son attention, se concentrant immédiatement sur ses enfants. « Je vais lui parler. Surveille-le. Je ne vais nulle part. » Elle toucha son bras, une brève pression douce, puis elle s'en alla. Elle traversa la pièce pour rejoindre ses enfants qui l'attendaient. Caleb se retourna vers Marcus. La respiration de son frère s'était stabilisée et son teint s'était légèrement amélioré. Son état était toujours critique, mais stable. « Tu as toujours été dramatique. » La voix de Caleb était rauque, même enfant. Il fallait toujours que tout soit mis en scène. Marcus ne répondit pas. Bien sûr qu'il ne répondait pas. Mais Caleb continua à parler quand même. 15 ans. 15 ans. Tu m'as laissé croire que tu étais morte. As-tu la moindre idée de ce que cela m'a fait? De ce que cela a fait à maman avant qu'elle ne décède? Sa gorge se serra. Elle est morte en pensant que ses 2 fils avaient disparu. Elle est morte seule parce que j'étais trop brisé pour être là pour elle. Toujours rien. Je me détestais, tu sais, d'avoir survécu alors que toi non, de ne pas avoir été là à Antietam, pour tous les choix que j'ai faits et qui t'ont conduit à finir dans ce champ. La main de Caleb trouva celle de Marcus et la serra fort. Et pendant tout ce temps, tu étais en vie, tu menais une autre vie, tu m'observais de loin comme si j'étais un étranger. Les yeux de Marcus papillonnèrent. Pas un étranger. Marcus, jamais un étranger. Sa voix n'était qu'un murmure. Toujours mon frère. Alors pourquoi? Le mot sortit brisé. Pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi m'as-tu laissé croire? La honte. Les yeux de Marcus s'ouvrirent, injectés de sang et remplis de douleur. Je ne pouvais pas te regarder en face. Ce que j'ai fait, ce que je suis devenu. Je me fiche de ce que tu es devenu. Ce qui m'importe, c'est que tu sois en vie. Tu devrais t'en soucier. Marcus toussa, grimaçant. J'ai fait des choses terribles, Caleb. Des choses qui ne peuvent être pardonnées. Laisse-moi en juger. La guerre m'a changé. Elle a brisé quelque chose en moi.
La main de Marcus serra celle de Caleb. J'ai tué un homme après Antidum. Pas au combat, après une reddition. Il suppliait pour sa vie et je n'ai pas pu m'en empêcher. Caleb ne dit rien. Il écouta simplement. Après ça, je ne pouvais plus revenir en arrière. Je ne pouvais plus te regarder en face, ni maman, ni personne qui connaissait le garçon que j'étais. La voix de Marcus se brisa. Alors j'ai laissé Marcus Thornton mourir. Je suis devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui méritait les ténèbres. Et Whitmore m'a trouvé, a vu ce que j'étais, m'a donné un but. Marcus rit amèrement. Chasser des gens, traquer des fugitifs, utiliser toutes les compétences que l'armée m'avait enseignées pour le profit de quelqu'un d'autre. Mais tu as changé. Tu as envoyé ce télégramme. Tu es venu nous avertir à cause d'elle. Les yeux de Marcus se posèrent sur Grace, assise avec ses enfants. Quand j'ai vu ce qu'elle était prête à faire pour ses enfants, je me suis souvenu de ce que c'était que de se soucier de quelqu'un. Caleb suivit son regard. Grace tenait Ruth sur ses genoux, lui caressant les cheveux et lui murmurant quelque chose qui la faisait sourire. Anna était assise près de ses frères et sœurs, qui se blottissaient contre elle. Tous puisaient leur force dans la présence de leur mère. « Elle est extraordinaire, n'est-ce pas? » dit Caleb doucement. « Oui, elle est. Que s'observa le visage de son frère. « Tu l'aimes, je la connais à peine. »« Peu importe, je le vois. » Marcus faillit sourire. « La façon dont tu la regardes, dont tu t'es battu pour elle, ce n'est pas du devoir, mon frère. C'est de l'amour. C'est trop tôt, trop rapide. Elle vient de perdre son mari il y a 8 mois. Et d'après ce que j'ai vu, elle l'avait perdu bien avant cela. » Marcus serra les poings. « Ne perds pas ton temps, Caleb. J'ai perdu 15 ans à avoir peur. Ne commette pas la même erreur que moi. » Avant que Caleb n'ait le temps de répondre, Marshall Whitfield apparut dans l'embrasure de la porte. « Thornton, nous avons un problème. » « Quel genre de problème? »« Silas Reed, celui qui a poignardé Madame Whitmore. » Le visage de Whitfield était sombre. Il est en train de mourir. Une blessure à l'abdomen causée par la bagarre. Il demande à lui parler. Hors de question. Caleb se leva d'un bond. Il a essayé de la tuer. Il a essayé de tuer ses enfants. Je sais ce qu'il a fait, mais il dit qu'il a des informations. Les noms d'autres personnes impliquées dans l'opération de Whitmore. Des gens que nous n'avons pas encore arrêtés. Alors parlez-lui vous. Il ne veut pas me parler. Il dit que ça doit être elle, elle seule. Grace avait le visage pâle mais déterminé. Je vais le faire. Grace, non. Il a des réponses, Caleb. Des réponses sur Thomas, sur la façon dont mon mari est vraiment mort. Elle serra les mâchoires. J'ai besoin de savoir. Tu n'as pas besoin de le voir. Pas après tout ce qui s'est passé, si j'en ai besoin. Grace s'approcha de lui, le regard farouche. J'ai passé 8 mois à fuir, 8 mois à me cacher. J'en ai fini d'avoir peur des hommes comme Silas Reed. Caleb voulait discuter, voulait l'enfermer dans un endroit sûr où rien ne pourrait plus jamais lui faire de mal. Mais il la regarda, son visage, sa force, sa détermination, et comprit qu'il n'avait pas le droit de l'en empêcher. « Je viens avec toi. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » Ils trouvèrent Reed dans ce qui restait de la sellerie de la grange, adossé contre un mur, sous la garde d'un marshal. Son visage était gris, sa respiration haletante. La blessure à l'abdomen était grave, probablement mortelle, rien à faire. « Madame Whitmore, la voix de Reed était humide, saccadée. Vous êtes venue me voir mourir. Je suis venu écouter ce que vous avez à dire. » La voix de Grace était calme, mais Caleb pouvait voir ses mains trembler le long de son corps. Le shérif dit, « Vous avez des informations. »« Oui. » Reed toussa, crachant du sang sur ses lèvres. « Mais d'abord, je veux vous dire quelque chose à propos de votre mari. » Grace serait dit, « Thomas, le juge Whitmore, il n'a pas seulement ordonné sa mort. » Les yeux de Reed se fixèrent sur les siens. Il a forcé Thomas à regarder, lui a fait comprendre pourquoi il devait mourir. La trahison, le testament, la façon dont il vous a choisi, vous et ses enfants, plutôt que son propre père. Arrêtez. La voix de Grace se brisa. Il a supplié, vous savez, à la fin. Il a supplié pour sa vie, pour la vôtre, pour celle des enfants. Reed esquissa un sourire terrible et sanglant. Le juge n'a pas écouté. Il n'écoute jamais. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que vous compreniez. Le sourire de Reed s'estompa.
Votre mari n'est pas mort en lâche. Il est mort en vous protégeant, en se battant pour vous, même quand il savait que c'était sans espoir. Les yeux de Grace se remplirent de larmes. Thomas, il t'aimait plus que son père, plus que son nom, plus que tout. La respiration de Reed devint plus difficile. J'ai fait des choses terribles, Madame Whitmore. Des choses impardonnables, mais je ne mentirai pas à ce sujet. Ton mari était un homme bon, meilleur que nous ne le méritions. Silence. Puis, lentement, Grace s'agenouilla à côté de l'homme mourant. Les noms, les autres personnes impliquées. Pourquoi devrais-je le faire? Parce que vous êtes mourant. Parce que, quoi qu'il arrive ensuite, vous ne pouvez pas changer ce que vous avez fait. La voix de Grace était calme, posée. Mais vous pouvez choisir comment vous allez finir. Vous pouvez choisir de faire une bonne action. Reed la fixa longuement du regard. Puis, incroyablement, il se mit à rire. Vous êtes incroyable, Madame Whitmore. Thomas l'a toujours dit. Il toussa à nouveau, plus faiblement cette fois. D'accord, je vais tout vous dire. Les noms, les lieux, les comptes bancaires. Mais je veux quelque chose en échange. Quoi? Dites à ma mère que je suis désolé. La voix de Reed se brisa. Elle vit à Kansas City. Elizabeth Reed, dites-lui que je suis désolé de ne pas avoir été le fils qu'elle a élevé. Grace tendit la main et couvrit la sienne, ensanglantée. Je lui dirai, promettez-le-moi. Je te le promets. Reed acquiesça lentement. Puis il se mit à parler. Les noms se succédaient sur ses lèvres. Des hommes. Caleb n'avait jamais entendu parler de ces endroits où il n'était jamais allé. Un réseau de corruption s'étendant sur 3 territoires. Des juges, des shérifs, des politiciens, tous liés à Whitmore, tous complices de ces crimes. Grace écoutait sans l'interrompre, son visage pâlissant à chaque révélation. Le testament, dit finalement Reed d'une voix à peine audible. Maintenant, le testament de Thomas. Whitmore en a une copie dans son coffre-fort à Helena House. Il prévoyait d'en falsifier un nouveau. Prétendre que vous avez contraint Thomas à le déshériter, mais l'original est toujours valable. Les documents que vous avez, ils prouvent tout. Les yeux de Reed s'assombrissaient. Utilisez-les. Détruisez ce qu'il a construit. C'est le seul moyen de protéger vos enfants. Je le ferai. La main de Reed devint molle dans la sienne. Dis-le à ma mère. Je lui dirai. Ses yeux se fermèrent. Sa respiration ralentit, puis Silas Reed s'éteignit doucement. Grace resta agenouillée un long moment, puis elle se releva lentement. « Ça va? » demanda Caleb doucement. « Non, » répondit Grace d'une voix creuse. « Mais ça ira. » Ils sortirent ensemble de la grange, laissant le défunt derrière eux. Les Marshalls étaient efficaces. À la tombée de la nuit, ils avaient rassemblé tous les hommes survivants de Whitmore, mis les documents en sécurité et recueilli les déclarations de toutes les personnes impliquées. Grace remit de la pochette en cuir sans hésitation. Tout y est. Lettres, contrats, documents financiers, de quoi condamner tous ceux qui figuraient sur la liste de Reed. Whitfield prit la pochette avec révérence. « Madame Whitmore, vous venez de nous remettre la plus grande affaire de l'histoire du territoire. Vous allez susciter beaucoup d'intérêt. Les journaux, les politiciens, les gens qui voudront utiliser cette histoire à leur propre fin, qu'ils essaient. » La voix de Grace était fatiguée mais ferme. « Tout ce que je veux, c'est la paix pour moi et mes enfants. Vous l'avez mérité, madame. Plus que mérité. » Les enfants s'étaient endormis entre-temps, blottis les uns contre les autres dans un coin de la cabane qui avait survécu. Ruth serrait sa poupée de chiffon dans ses bras. Même endormie, Hannah posait sa main protectrice sur l'épaule de Samuel. Grace les observait, le visage adouci par un amour si intense qu'il en était presque douloureux à regarder. « Ils vont s'en sortir, » dit Caleb en venant se placer à côté d'elle. « Tous, je le sais. » Grace se pencha légèrement vers lui. « Juste assez. Grâce à vous, je n'ai rien fait de spécial. Tu nous as ouvert ta porte. » Grace se tourna vers lui. « La première nuit, alors que tu avais toutes les raisons de nous refuser l'hospitalité, tu nous as ouvert ta porte. Tout le reste a découlé de là. J'ai failli ne pas le faire, mais tu l'as fait. » La main de Grace trouva la sienne. « C'est ce qui compte. » Ils restèrent debout en silence, regardant les enfants dormir. « Que va-t-il se passer maintenant? » demanda finalement Caleb. « Où allez-vous aller? » « Je ne sais pas. Cheyenne, peut-être recommencer quelque part ailleurs. » Grace marqua une pause. « À moins
à moins qu'il y ait une raison de rester. Le cœur de Caleb se serra. Quelle sorte de raison? Grace se tourna vers lui. À la lumière de la lampe, ses yeux étaient dorés et verts, et remplis de quelque chose qui lui serrait la poitrine. Vous avez sauvé ma vie, la vie de mes enfants. Tu t'es battu pour nous alors que tu n'y étais pas obligé. Tu m'as fait croire que... Sa voix se brisa. Qu'il existe peut-être encore des hommes bons, que je pourrais peut-être à nouveau faire confiance, ressentir à nouveau quelque chose. Grace, je sais que c'est trop tôt. Je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais que tout cela est impossible, compliqué et probablement insensé. Elle prit une inspiration. Mais quand tu me regardes, Caleb, j'ai l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Il tendit la main et prit son visage entre ses mains. Je t'ai promis quelque chose, dit-il d'une voix rauque. Dans la grange, avant que tout ne parte en vrille. Je m'en souviens. Je suis un homme de parole. Puis, doucement, délicatement, comme si elle était un objet précieux qui pourrait se briser, Caleb Thornton embrassa Grace Whitmore. Le baiser était doux, hésitant. Deux personnes brisées qui se retrouvaient dans l'obscurité. Quand ils se séparèrent enfin, Grace pleurait. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne sais pas pourquoi. Ne t'excuse pas. » Caleb essuya les larmes sur ses joues. « Ne t'excuse jamais pour tes sentiments. C'est juste que ça fait si longtemps. Je pensais que je ne saurais jamais. » Il la serra contre lui, enroulant ses bras autour d'elle. « Je sais. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, laissant la chaleur les envahir. « Restez, dit finalement Caleb. N'allez pas à Cheyenne. Restez ici, tous. Votre cabane a brûlé. J'en construirai une autre, plus grande, avec assez de place pour 5 enfants et une femme très têtue. » Grace eut un rire brisé et étouffé. « Tu ne sais pas ce que tu demandes? » 5 enfants, Caleb. 5? Je sais compter. Ils sont bruyants et salissants. Et Ruth fait des cauchemars. Moi aussi. Et Daniel pose 1000 questions par jour. Et Samuel a besoin de quelqu'un pour lui apprendre à lire correctement. Et Rachel ne mange pas de légumes. Et Hannah a 12 ans, mais elle en paraît 40. Et elle va contester tout ce que tu dis. Tant mieux. Quelqu'un devrait le faire. Grace recula, scrutant son visage. Tu es sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Mais pourquoi? Pourquoi voudrais-tu assumer tout ça? Tout ça, Caleb la regarda vraiment les ecchymoses qui s'estompaient encore sur son visage, la force de sa mâchoire et la peur qu'elle essayait de cacher. Cette femme qui avait traversé le feu pour ses enfants et qui, d'une manière ou d'une autre, avait encore la capacité d'aimer. « Parce que je suis fatigué d'être seul, dit-il simplement. Parce que depuis 11 ans, j'attends la mort. Et puis tu es apparu à ma porte, ensanglanté et désespéré, avec 5 enfants qui avaient besoin de quelqu'un pour se battre pour eux. Il lui prit les mains. Tu m'as rappelé ce que c'est que d'être en vie. Grace, je ne suis pas prêt à renoncer à ça. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Caleb Thornton, vous êtes l'homme le plus étrange et le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré. C'est oui? Demandez-le-moi correctement quand tout cela sera terminé. Quand les procès seront terminés, que les enfants seront installés et que nous aurons eu le temps de vraiment nous connaître. Grace serra ses mains. Demandez-le-moi alors et je vous donnerai une réponse. Et d'ici là, jusque-là, Grace se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. Nous vivrons au jour le jour. Je peux m'en contenter. De l'autre côté de la pièce, une petite voix se fit entendre. Maman, est-ce que M. Thornton va être notre nouveau papa, Ruth? Bien sûr, c'était Ruth, bien réveillée, qui observait la scène de ses grands yeux. Grace rit sincèrement cette fois-ci. « Rendorge-toi, ma chérie. Mais est-ce qu'il le sera? Nous en parlerons demain matin. Cela signifie oui. » Ruth sourit en serrant plus fort sa poupée de chiffon. « Je l'aime bien. Il nous a sauvés. Oui, ma chérie, c'est vrai. » Ruth ferma les yeux, son sourire persistant même alors qu'elle se rendormait. Caleb regarda Grace. « Je pense avoir été approuvé par une enfant de 4 ans. Le vrai test, c'est Anna. Je n'ai pas peur d'une enfant de 12 ans. Tu devrais. Et malgré tout, le sang, le feu, le chagrin, les chances impossibles, ils rirent tous les deux. » Dans un coin de la cabane en ruine, Marcus remua. Il ouvrit les yeux. Il aperçut son frère de l'autre côté de la pièce, et quelque chose qui ressemblait à de la paix traversa son visage meurtri.
Il était temps, marmonna-t-il. Et puis, pour la première fois en 15 ans, les deux frères Thornton dormirent sous le même toit. 3 mois plus tard, le dernier des procès prit fin. Caleb se tenait dans le tribunal de Cheyenne, regardant la lecture du verdict final. D'où toutes les chefs d'accusation. Le marteau du juge retentit comme un coup de tonnerre, et le dernier des hommes de Whitmore fut emmené enchaîné. C'est fini. La voix de Grace n'était qu'un murmure à côté de lui. C'est enfin fini. Presque. Caleb lui prit la main. Il nous reste encore une chose à faire. Ils sortirent ensemble du palais de justice sous le soleil éclatant du printemps. Les enfants les attendaient sur les marches, tous les 5 propres et vêtus de leurs plus beaux habits. Anna tenait la main de Ruth. Samuel et Daniel se tenaient côte à côte. Rachel serrait contre elle un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies le matin même. « Alors, demanda Hannah, qu'est-ce qui s'est passé? »« Coupable !» Le sourire de Grace éclata comme l'aube. Tous sans exception. Ruth poussa un cri de joie qui fit se retourner les passants. Samuel leva le poing en l'air. Même Hannah, qui s'efforçait de rester digne, ne put cacher son sourire. « Cela signifie-t-il que nous sommes en sécurité maintenant? » demanda Daniel. « Vraiment en sécurité? Vraiment en sécurité? » Grace s'agenouilla et prit son plus jeune fils dans ses bras. « Personne ne viendra nous chercher. Plus jamais. Et nous pouvons rester avec Monsieur Caleb. » Grace leva les yeux vers Caleb. Quelque chose passa entre eux. Une question, une réponse, une promesse. Cela dépend de Monsieur Caleb, dit-elle prudemment. Caleb s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Daniel. Qu'en penses-tu? De rester, je veux dire. Daniel fronça les sourcils, concentré. Je pense que tu fais sourire maman, que tu apprends à Samuel à pêcher, que tu portes Ruth quand elle est fatiguée et que tu ne criais pas même quand nous faisons du bruit. Il marqua une pause. Je pense que j'aimerais rester si tu veux de nous, si je veux de toi. Caleb eut la gorge serrée. Que mon fils veuille de toi est la chose la plus facile que j'ai jamais faite. Daniel jeta ses bras autour du cou de Caleb. Alors oui, je veux rester pour toujours. Les autres enfants se joignirent à lui un par un. Les bras maigres de Samuel, l'étreinte hésitante de Rachel, la poigne féroce de Ruth autour de sa jambe. Même Hannah, après un moment d'hésitation, s'avança et enlaça le groupe qui ne cessait de grandir. « Je suppose que tu n'es pas complètement horrible. » murmura-t-elle contre son épaule. Quel compliment. La voix de Caleb était rauque d'émotion. Je le prends comme ça. Grace se tenait à l'écart, regardant ses enfants embrasser cet homme qui était devenu quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait prévu. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Grace. Caleb s'éloigna des enfants et se plaça devant elle. J'ai quelque chose à te demander, Caleb. Tu as dit d'attendre que les épreuves soient terminées. Que les choses soient réglées. Il lui prit les mains. Les choses sont réglées maintenant. Je sais, mais il y a 3 mois, tu t'es présenté à ma porte, ensanglanté et désespéré, avec 5 enfants et sans aucun espoir. La voix de Caleb était ferme et assurée. Tu as tout changé. Tu m'as rappelé que la vie vaut la peine d'être vécue, que l'amour vaut la peine d'être risqué, que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est un choix, Caleb. Je ne suis plus tout jeune. Je ne suis pas riche. J'ai des cicatrices intérieures et extérieures qui ne guériront peut-être jamais. Il lui serra les mains. Mais je t'aime, Grace Whitmore. J'aime tes enfants. J'aime la vie que nous avons commencé à construire ensemble. Les larmes de Grace finirent par couler. Que me demandes-tu? Caleb fouilla dans sa poche et en sortit une bague simple en argent. Le métal était usé par le temps. Elle appartenait à ma mère. Elle me l'a donnée avant de mourir. Elle m'a dit de la donner à quelqu'un qui en serait digne. Il la leva, laissant la lumière se refléter sur sa surface. Je la garde depuis 20 ans, en attendant la bonne personne. En t'attendant, oh, Caleb, épouse-moi. Grace, deviens ma femme. Laisse-moi être le père de tes enfants. Construisons une vie ensemble. Une vraie vie avec des rires, des larmes et tous les aléas qui vont avec. Grace fixait la bague et l'homme qui lui avait sauvé la vie, qui s'était battu pour ses enfants, qui lui avait ouvert son cœur alors qu'il avait toutes les raisons de le garder fermé. Les enfants, murmura-t-elle, ils devraient avoir leur mot à dire. Dis oui, maman. La voix de Ruth résonna sur les marches du palais de justice. Dis oui. S'il te plaît, dis oui, ajouta Samuel. J'aime beaucoup pêcher.
Nous en avons déjà parlé, dit Anna d'une voix calme, hier soir pendant que tu dormais. Nous avons voté. Vous avez voté à l'unanimité. Anna esquissa un sourire. Même Ruth a dit, Monsieur Caleb est le meilleur pour porter les enfants sur ses épaules. Grace eut un petit rire brisé. Vous avez comploté contre moi. Nous avons comploté pour toi. Hannah s'avança et prit la main de sa mère. Tu as passé tellement de temps à prendre soin de nous, à te battre pour nous. Laisse quelqu'un prendre soin de toi pour une fois. Grace regarda sa fille aînée, cette fille féroce et courageuse qui avait grandi trop vite, qui avait porté des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait porter, qui commençait enfin à croire aux fins heureuses. « Vous êtes sûrs? » demanda Grace. « Vous tous? » 5 têtes acquiescèrent à l'unisson. Grace se tourna vers Caleb. « Eh bien, dit-elle d'une voix tremblante, je suppose que je suis mise en minorité. »« C'est oui, c'est oui. » Caleb glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle l'avait toujours attendu. Puis il l'embrassa là, sur les marches du palais de justice, sous les acclamations de ses 5 enfants et sous les yeux de la moitié de Cheyenne. Il était temps, marmonna quelqu'un dans la foule. Caleb s'écarta en souriant. C'était Marcus. Grace regarda derrière lui, là où se tenait son frère, appuyé contre un lampadaire, le bras toujours en écharpe, mais enfin couleur. « Tu es censé te reposer. Je ne pouvais pas manquer ça. » Marcus s'avança en boitant, le visage illuminé d'une expression que Caleb n'avait pas vue depuis 15 ans. La joie. Une joie simple et authentique. « Mon frère a enfin arrêté d'être idiot, et tu veux que je reste au lit. » Le médecin a dit. « Le médecin s'inquiète trop. » Marcus tapota l'épaule de Caleb avec son bras valide. « Félicitations, mon frère. Tu le mérites. Toi aussi. » La voix de Caleb était rauque. « Quand tout ça sera fini, je veux que tu reprennes la médecine. Beau, reste avec nous. Fais partie de la famille. » Le sourire de Marcus vacilla. « Caleb, je ne sais pas si... » Pas de discussion. Tu as sauvé la vie de Grace. Tu as sauvé ma vie. Les enfants t'appellent déjà oncle Gabriel. Caleb serra l'épaule de son frère. Tu as été seul assez longtemps. Nous l'avons tous été. Les yeux de Marcus s'illuminèrent. Tu es sûr après tout ce que j'ai fait? Je suis sûr. Caleb serra son frère dans ses bras avec ferveur. Bienvenue à la maison, Marcus. Ils restèrent longtemps ainsi. 2 frères réunis après 15 ans de chagrin, de mensonges et de regrets. 2 hommes brisés qui commençaient enfin à guérir. C'est très émouvant, dit Anna d'un ton sec. Mais Ruth a besoin d'aller aux toilettes, Daniel a mangé quelque chose de bizarre, et Samuel n'arrête pas de demander quand nous rentrons à la maison. Caleb rit. À la maison alors. Le voyage de retour à Medicine Bow dura 3 jours. 3 jours de route poussiéreuse, de roues de charrette grinçantes et de 5 enfants incapables de rester assis, plus de 10 minutes d'affilée. Caleb n'avait jamais été aussi heureux. « Raconte-nous la guerre », exigea Samuel pour la 100e fois. Les vraies histoires, avec le sang, les combats et Samuel. La voix de Grace était tranchante. Ce n'est pas approprié. Mais maman, ta mère a raison. Caleb garda les yeux rivés sur la route. La guerre n'est pas quelque chose à glorifier. C'est quelque chose à survivre. As-tu survécu? La question venait d'Hannah, calme et réfléchie. Physiquement, oui. Tout le reste? Caleb fit une pause, réfléchissant à ces mots. Cela a pris beaucoup de temps, plus que cela n'aurait dû. Mais tu vas mieux maintenant. Caleb regarda Grace, les enfants, la vie qui s'étendait devant lui. J'y arrive. Ils arrivèrent à Medicine Bow le 4e jour. La nouvelle cabane n'était pas encore terminée. Il n'y avait que la charpente et les fondations. Mais la vieille grange était toujours debout, et Marcus avait travaillé dessus pendant leur absence. De nouveaux murs, un nouveau toit, un endroit où séjourner pendant que la maison prenait forme. Ce n'est pas grand-chose, dit Marcus en montrant son travail. Mais c'est sec et chaud, et il y a de la place pour tout le monde. C'est parfait. La voix de Grace se brisa. Marcus, tu as fait tout ça toi-même. Je devais faire quelque chose d'utile. Je ne pouvais pas rester là à me reposer. Il baissa la tête, gêné par sa gratitude. De plus, ses enfants ont besoin d'un endroit convenable pour dormir. Ruth fait à nouveau des cauchemars. Comment le sais-tu? Elle me l'a dit. Dans ses lettres. Marcus sortit une pile de papier couvert de l'écriture soignée et bancale de Ruth. Elle m'envoie des nouvelles, des dessins aussi. Apparemment, je dois voir à quelle hauteur les tournesols ont poussé.
Les yeux de Grace se remplirent de larmes. Elle ne m'en a jamais parlé. Elle voulait que ce soit une surprise. Marcus sourit. Cette fille a bon cœur, madame. Il s'interrompit. Grace, elle a bon cœur. Tout comme vous. Grace s'avança et l'embrassa sur la joue. Merci pour tout. Marcus rougit. Je devrais. Il y a du travail à faire. Je veux juste. Il s'enfuit avant que Grace puisse ajouter quoi que ce soit. Caleb rit. Tu l'as terrifié. Tant mieux. Il a besoin de plus de gens qui se soucient suffisamment de lui pour le terrifier. Les jours qui suivirent se confondirent dans un brouillard de travail acharné et de joie inattendue. Caleb construisait, Marcus martelait. Grace organisait tout avec l'efficacité d'un général commandant ses troupes. Les enfants aidaient comme ils pouvaient. Samuel allait chercher les outils. Daniel transportait l'eau. Les filles triaient les provisions. Même Hannah, susceptible et fière, trouva sa place. Elle prit en charge la cuisine lorsque la blessure de Grace s'aggrava, préparant des repas étonnamment comestibles. « Où as-tu appris à cuisiner ?» demanda Caleb en goûtant ses biscuits. « Par nécessité ?» répondit Hannah d'un ton neutre. Quand maman était trop blessée pour se lever, quelqu'un devait nourrir les petits. « Tu fais ça depuis longtemps, prendre soin de tout le monde, c'est mon travail. » Ça n'aurait pas dû être le cas. Caleb posa son biscuit et la regarda dans les yeux. « Tu étais une enfant. Tu aurais dû jouer, apprendre, profiter de ta jeunesse, pas porter le poids d'une famille. » Hannah serra les mâchoires. Quelqu'un devait le faire. « Je le sais, et je suis fier que tu aies pris tes responsabilités. » Caleb tendit la main et recouvrit la sienne de la sienne. « Mais tu n'as plus à le faire seul. Ta mère et moi sommes là maintenant. Laisse-nous porter une partie du fardeau. » Hannah perdit son sang-froid. Juste un instant, juste assez pour laisser apparaître l'enfant épuisé et effrayé qui se cachait sous son apparence compétente. « Je ne sais pas comment m'arrêter. »« Alors nous t'apprendrons jour après jour, » acquiesça-t-elle lentement. Puis, de manière inattendue, elle se pencha contre son épaule. « Merci, murmura-t-elle, de nous avoir donné un foyer. Merci de m'avoir permis d'en faire partie. » Ils restèrent assis ainsi jusqu'à ce que Grace les appelle pour le dîner. La tête d'Hannah contre l'épaule de Caleb, tous deux regardant le soleil se coucher sur Medicine Bow. Le mariage fut simple. Un pasteur de la ville, une poignée de voisins, Marcus comme témoin, Hannah comme demoiselle d'honneur, les plus jeunes enfants semant des fleurs sauvages dans l'allée qu'ils avaient créée entre la vieille grange et les nouvelles fondations. Grace portait une robe. Elle l'avait cousue elle-même en coton blanc, simple et élégante. Ses cheveux étaient lâchés, tombant en cascade sur ses épaules, comme Caleb aimait les voir. « Tu es magnifique, » dit-il lorsqu'elle l'atteignit à l'hôtel improvisé. « Tu es partial, absolument. Cela ne rend pas cela moins vrai. » Le pasteur s'éclaircit la gorge. « Pouvons-nous commencer? » Les vœux étaient traditionnels, simples. Mais lorsque Caleb glissa la bague de sa mère au doigt de Grace pour la deuxième fois, rendant leur union officielle et permanente, sa voix trembla d'émotion. « Moi, Caleb Thornton, je te prends, Grace Whitmore, pour épouse légitime, pour t'aimer et te chérir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Les yeux de Grace brillaient de larmes. « Moi, Grace Whitmore, je te prends, Caleb Thornton, pour époux, pour t'aimer et te chérir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Par le pouvoir qui m'est conféré, dit le pasteur, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Caleb prit le visage de Grace entre ses mains. « Je t'aime, dit-il doucement. Je passerai chaque jour de ma vie à te le prouver. Je sais. » Grace sourit à travers ses larmes. « Je t'aime aussi. » Il l'embrassa. Les enfants éclatèrent de joie. Ruth se jeta à leurs pieds. Samuel poussa un cri de joie. Daniel demanda si cela signifiait qu'il pouvait désormais appeler Caleb « papa ». « Si tu le souhaites, » répondit Caleb d'une voix rauque. « Je le souhaite, » répondit Daniel avec un large sourire. « Papa » Ce mot frappa Caleb comme un coup physique. « Papa » il n'y avait jamais pensé, n'avait jamais osé espérer. « Papa » répéta Ruth, pour ne pas être en reste. « Papa, papa, papa » Bientôt, les 5 enfants le scandaient, riant et dansant autour de leurs parents nouvellement mariés, dans un chaos de joie et de bruit.
Qu'avons-nous fait? Murmura Grace en se blottissant contre lui. Nous avons fondé une famille. Caleb passa son bras autour d'elle. Une vraie famille. As-tu peur? Je suis terrifié. Il embrassa le sommet de sa tête. Mais c'est une bonne terreur, celle qui signifie que tu as quelque chose qui vaut la peine d'être perdu. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis et que les invités furent rentrés chez eux, Caleb et Grace s'assirent sous le porche de la cabane à moitié terminée et regardèrent les étoiles. Il y a 1 an, dit Grace doucement, j'étais prisonnière d'un cauchemar, battue, terrifiée, regardant mes enfants souffrir, incapable d'y mettre fin. Et maintenant, je suis assise sous le porche avec mon mari, écoutant mes enfants dormir paisiblement pour la première fois depuis des années. Elle se blottit contre lui. Ça ne semble pas réel. C'est réel. Caleb lui prit la main. Tout cela, comment le sais-tu? Parce que les choses réelles font mal. Les choses réelles sont compliquées, désordonnées et non pas ceux de Cecil. Il embrassa ses doigts. Les choses réelles valent la peine qu'on se batte pour elles. Grace resta silencieuse pendant un moment. Tu penses parfois à Beth? La question aurait dû le blesser. Autrefois, cela l'aurait détruit, mais aujourd'hui, Caleb admettait, elle a été mon premier amour, ma première perte. Je ne l'oublierai jamais. Penses-tu qu'elle approuverait cela? Caleb passa la main sous sa chemise et sortit la chaîne qu'il portait toujours. L'alliance de Beth reposait contre son cœur. Beth voulait que je sois heureux. Elle voulait que je vive, pas seulement que je survive. Il regarda Grace. Je pense qu'elle t'aimerait. Je pense qu'elle serait reconnaissante que quelqu'un ait enfin réussi à me toucher. Les yeux de Grace se remplirent de larmes. Tu portes toujours sa bague. Je la porterai toujours. Caleb couvrit sa main de la sienne. Ça te va? C'est plus que ça. Grace leva sa main et l'embrassa. Cela me montre que tu sais aimer, te souvenir, honorer ce qui s'est passé avant tout en embrassant ce qui va suivre. Je t'aime, Grace. Je sais. Elle sourit. Je t'aime aussi. Tout entier. Même les parties brisées. Surtout les parties brisées. Surtout celle-là. Allaient s'assire dans un silence confortable, regardant les étoiles tourner au-dessus de leur tête. Papa, dit une petite voix depuis l'embrasure de la porte. Caleb se retourna et vit Ruth debout, sa poupée de chiffon serrée contre sa poitrine, les yeux écarquillés dans l'obscurité. Qu'y a-t-il, ma chérie? J'ai fait un cauchemar. La lèvre inférieure de Ruth tremblait. Je peux m'asseoir avec toi? Viens ici. Caleb ouvrit les bras et Ruth se précipita sur ses genoux, se blottissant contre sa poitrine avec un soupir de satisfaction. Les méchants ne reviendront pas, n'est-ce pas? Non, ma chérie. Ils ne reviendront jamais. Promis. Je te le promets. Les yeux de Ruth se fermèrent. En quelques minutes, elle s'endormit, son petit corps chaud et confiant contre le sien. Grace les regardait, le regard doux. Elle t'aime. Le sentiment est réciproque. Elle n'est pas la seule. Grace tendit la main et lui caressa le visage. Tous, Samuel, Daniel, Rachel, Hannah. Ils ont commencé à t'appeler papa quand tu n'es pas là. Tu le savais. Caleb eut la gorge serrée. Non. Anna a essayé de résister le plus longtemps possible. Elle disait qu'elle n'avait pas besoin d'un nouveau père, qu'elle se débrouillait très bien toute seule. Grace sourit. La semaine dernière, je l'ai entendu dire à Rachel que papa réparerait son jouet cassé. Elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle l'avait dit. Je ne les mérite pas. Peut-être pas. La voix de Grace était douce. Mais tu les as quand même. C'est ça, Grace, Caleb. Obtenir ce que tu ne mérites pas. Être aimé alors que tu ne l'as pas mérité. Il la regarda. Cette femme qui avait traversé le feu pour ses enfants, qui avait survécu à des horreurs qu'il pouvait à peine imaginer, qui avait encore trouvé de la place dans son cœur pour un homme brisé qui n'avait rien à offrir. Comment ai-je pu avoir autant de chance? Tu n'as pas eu de chance. Grace se pencha vers lui, pressant son front contre le sien. Tu as été courageux. Tu nous as ouvert ta porte alors que tu aurais pu nous renvoyer. Tu t'es battu alors que tu aurais pu t'enfuir. Tu as aimé alors que tu avais toutes les raisons de garder ton cœur fermé. Toi aussi. Alors je suppose que nous sommes quittes. Elle l'embrassa doucement, avec précaution, attentive à l'enfant endormi entre eux. « Viens te coucher, murmura-t-elle. Notre lit, notre maison,
Notre famille. Caleb porta Ruth à l'intérieur et la déposa doucement sur le petit lit qu'elle partageait avec Rachel. Il borda la couverture autour d'elle, écarta les cheveux de son visage et déposa un baiser sur son front. « Bonne nuit, ma petite. Bonne nuit, papa. » murmura Ruth dans son sommeil. Il trouva Grace qui l'attendait à la porte de leur chambre. La chambre qu'ils avaient construite de leurs propres mains pour ce moment précis. « Prêt? » demanda-t-elle. « Pourquoi? Pour le reste de notre vie. » Caleb lui prit la main. « Je suis prêt depuis le moment où j'ai ouvert ma porte. » Les mois passèrent. La cabane s'agrandit. Les enfants s'épanouirent. Samuel apprit à lire correctement, dévorant tous les livres que Caleb pouvait trouver. Daniel cessa d'avoir des cauchemars et chaque matin, son rire résonnait dans toute la propriété. Rachel découvrit un talent pour le dessin, remplissant des pages d'images de chevaux, de montagnes et de sa nouvelle famille. Ruth grandit de 3 centimètres et perdit sa peur des étrangers. Et Hannah, la féroce et fière Hannah, apprit enfin à redevenir une enfant. Elle aidait toujours à la cuisine et s'occupait de ses frères et sœurs. Mais désormais, elle avait le temps d'aller pêcher avec Samuel, de faire du cheval avec Marcus, de s'asseoir sous le porche avec Grace et de parler de tout et de rien. Marcus était resté. Il s'est construit une petite cabane au bord de la propriété, assez près pour faire partie de la famille, assez loin pour avoir son propre espace. Les enfants l'adoraient, surtout Daniel, qui le suivait partout comme son ombre. « Oncle Gabriel, » a dit Daniel un jour, « tu m'apprendras à suivre des traces? » Marcus a regardé Caleb d'un air incertain. « Si ton papa est d'accord. »« D'accord, » dit Caleb. « Assure-toi juste qu'il apprenne les bonnes leçons. » Les bonnes leçons. Comment retrouver des objets perdus? Comment aider les gens qui en ont besoin? Comment utiliser ses compétences pour faire le bien, pas le mal? Caleb croisa le regard de son frère. Marcus acquiesça lentement. « Je peux le faire. » Et il le fit. Un soir, alors que l'été laissait place à l'automne, Caleb était assis sous le porche et observait sa famille. Grace était dans le jardin en train de récolter des légumes avec Rachel. Anna lisait à Ruth sous le chêne. Samuel et Daniel couraient vers le ruisseau. Leur rire résonnait à travers les champs. Marcus réparait la clôture en sifflant un air que leur mère chantait souvent. « Tu as l'air heureux. » Caleb se retourna. Grace s'était approchée de lui, les mains sales, le sourire aux lèvres. « Je suis heureuse. »« Tant mieux. » Elle s'assit à côté de lui, appuyée contre son épaule. « Tu le mérites. Toi aussi. »« Je sais. » Elle rit doucement. « Ça m'a pris du temps, mais j'y crois enfin. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant la lumière décliner. Caleb. « Merci pourquoi? » Pour nous avoir ouvert ta porte. La voix de Grace était douce. Pour nous avoir donné une chance. Pour aimer mes enfants comme s'ils étaient les tiens. Ils sont les miens. La voix de Caleb était ferme. Chacun d'entre eux. Je sais. Grace sourit. C'est pour cela que je te remercie. Elle l'embrassa sur la joue et elle a appelé les enfants pour le dîner. Caleb resta un moment sur le porche, regardant sa famille se rassembler autour de la table à travers la fenêtre. 6 voix qui parlaient et riaient toutes en même temps. 6 visages éclairés par la lumière d'une lampe et par l'amour. Il pensa à Beth et à la vie qu'ils avaient prévue ensemble. Il pensa à Marcus, perdu puis retrouvé et enfin rentré à la maison. Il repensa à la nuit qui avait tout changé, à la tempête de neige, aux coups frappés à sa porte, à la femme et aux enfants qui avaient fait éruption dans sa solitude et refusé de partir. Autrefois, il croyait que la perte était tout ce qui existait, que le chagrin était son seul compagnon, la solitude son seul destin. Il s'était trompé. Il comprenait désormais que la vie ne consistait pas à éviter la douleur. Elle consistait à trouver des personnes pour lesquelles il valait la peine de souffrir, de se battre, de vivre. Caleb Thornton les avait trouvés et il passerait chaque jour de sa vie à être reconnaissant pour cette nuit glaciale où il l'avait trouvée. « Papa !» La voix de Ruth retentit à l'intérieur. Maman dit que le dîner est prêt. Caleb sourit. « J'arrive, ma chérie. » Il se leva, s'étira et marcha vers la lumière, vers sa famille, vers son foyer. La tempête qui avait failli les détruire était passée, laissant derrière elle quelque chose de plus fort. Un amour forgé dans le feu, une famille fondée sur le choix, et un avenir aussi brillant et infini que le ciel du Wyoming. Et Caleb Thornton, l'homme brisé qui avait juré de ne plus jamais aimer, découvrit que parfois,
les plus grandes guérisons viennent des blessures les plus profondes. Que parfois, le foyer n'est pas un endroit que l'on trouve, mais une famille que l'on choisit. Et que parfois, lorsque l'on ouvre sa porte à des étrangers pris dans la tempête, on se retrouve à laisser entrer le reste de sa